Bonjour Aïcha tout. Modoukwe, bonjour, merci de nous rejoindre. Niaba, donc on va laisser les gens se connecter petit à petit. Marjorie, ce que je te propose en attendant, c'est les statistiques. Je t'ai partagé en amont quelques statistiques sur l'audience qui s'est inscrite pour participer à la masterclass. Alors, c'est un exercice qu'on fait souvent au démarrage. On aime bien commenter cela avec l'expert et voir si ça correspond un petit peu à sa communauté, à sa cible. En général, quand l'expert fait des masterclass ou des talks. Donc, pour résumer, on a eu 200 personnes qui sont inscrites pour en savoir plus sur la tech et l'inclusion, dont 36% de femmes. Qu'est-ce que tu en Ah, penses? génial. Allez, c'est... Génial. Non, génial. Je trouve que c'est bien de voir les femmes s'intéresser de plus en plus à ces sujets-là. Et en vrai, je suis toujours de celles qui disent que bon, la question de diversité et la tech, c'est plus une question. Enfin, on l'a Hmm, traité. Et maintenant, on est très actifs sur les thématiques. Donc, c'est bien de voir cette proportion de femmes qui sont inscrites. Et puis bon, on est sur un sujet aussi qui, naturellement, je suis pas surprise de voir autant d'hommes non plus. Parce qu'effectivement, les questions d'intelligence de marché voilà, c'est analytique, c'est beaucoup de données, brassage de données, etc. Et oui. ce sont généralement des aptitudes qu'on va malheureusement ou heureusement trouver plus chez les hommes, hein, les Hmm, dimensions analytiques. Voilà, donc très heureuse de voir le nombre d'inscrits, d'intérêts. ouais. Et tu vois, en termes de secteur, bien sûr, tu as la tech, hein, qui est le premier secteur le plus représenté, mais qui est suivi directement par les marketing et com et le Ouais, consulting. Moi, je ne m'attendais pas au super. marketing et com en numéro 2 par rapport à C'est l'audience. vrai. Bah, écoute, alors je sais pas comment on a, il faut que je me rappelle comment on a présenté le sujet, parce que c'est avant tout un sujet marketing stratégique, hein. Euh, Ah. c'est avant tout ça, c'est-à-dire connaître ses clients finaux, c'est ce qui va déterminer comment on définit un produit, comment on le price, Hmm. voilà, la gestion de prix, la gestion de distribution, comment on communique, bah, qui il est finalement, à qui on parle. Donc, c'est avant tout un sujet marketing comme. Ah, vu Mais comme c'est ça. surprenant qu'ils viennent parce que généralement, ce sont des choses qu'ils savent, ils devraient savoir. Parce qu'en même temps, tu vois, quand on regarde le type de les profils, tu as quand même 60% qui sont entrepreneurs, qui sont là, voilà, parce qu'ils ont des questions Ouais, business. Mais tu as quand même 15% qui sont des gens du domaine et qui viennent pour avoir des perspectives sectorielles quand même, tu vois. ouais, Et c'est tout à peut-être fait. ça. Et 25% qui sont des salariés, qui travaillent, qui évoluent dans la tech et qui aimeraient bien en savoir plus. Donc, c'est voilà, c'est entrepreneur et kiff-kiff côté perspective sectorielle et côté carrière. Ça me semble peut-être Super. assez représentatif de l'audience. Et enfin, sur la localisation. J'ai été surprise, pas tellement, de voir que la France arrivait numéro 3. C'est-à-dire la base diaspora, l'Europe, là, c'est principalement la France, mais d'abord avec la Côte d'Ivoire et le Bénin, quand on parle de 88% Afrique. Surprenant. Ouais, Surprenant. pour la Côte d'Ivoire? Bah ouais, enfin, je pense. Je pense, et puis je m'attendais un peu plus de la diaspora, parce que du coup, je pense que quand on est en retrait du continent, il y a une perception qu'on peut avoir, et effectivement, le but de cet échange, c'est aussi de démystifier un peu les usages de la tech à travers l'Afrique, donc surprenant, Ouais. Après, surprenant. en termes de nombre d'années d'expérience, là, on est de moins en moins surpris, hein. C'est toujours les 1 à 5 ans d'expérience qui sont les plus Ah représentés, hein. bien. Tous les samedis, c'est ceux qui ont le plus soif de connaissances, qui viennent toujours apprendre ce qui se passe dans le C'est très bien, domaine. Donc, c'est c'est très très bien. bien. Et voilà un peu l'audience qui est là. Je crois que les participants se connectent au fur et à mesure. Voilà, bonjour à Koné, Flora, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Le chat est ouvert. N'hésitez pas à écrire vos pays pour qu'on sache un petit peu d'où vous venez. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient des îles Comores, apparemment, Marjorie. Il y a Et Aïcha voilà, qui vient dis donc. des îles Comores. Bonjour, Richard. Aïcha. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos pays pour qu'on... Gabon, il y a le Gabon qui est représenté. Très bien. Bonjour, Onyemi. Onyami, excuse-moi. La France. Non, la Acadie, France. la Guadeloupe. Voilà. Mais c'est intéressant parce qu'il y a des gens qu'on n'a pas vus dans les précédentes masterclass. Donc, c'est une nouvelle audience qui se connecte là pour cette thématique. C'est très bien. Koné qui vient de la Côte d'Ivoire. Bravo. Merci, Koné. Donc, n'hésitez pas à continuer à commenter vos pays. On va passer au petit brise-glace, l'exercice brise-glace qu'on joue souvent avec les experts. Si tu veux bien, Marjorie. Donc, je vais couper mon J'aime partage bien. d'écran. Je coupe mon partage d'écran pour qu'on fasse le zoom sur l'expert. C'est le moment d'introduction, de vérité entre l'expert et la communauté entourage. Donc, on a trois questions pour toi. Tu me dis si tu es prête et on y va.
Vas-y, Alors, Marjorie, dis-moi, quelles sont les principales leçons que tu as apprises durant ton parcours entrepreneurial notamment? que je sais rien du tout. Ah, j'aime beaucoup. Que tu ne sais rien du tout. Ouais. Non, sincèrement, je pense qu'à chaque fois, tu viens avec des idées et une compréhension des choses, puis finalement, tu te rends compte que, attends, il y a une dimension que j'ai pas prise en compte. Enfin, on apprend tout le temps. Tout le temps, 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 tout Ah, ça, c'est super comme je ne m'attendais pas à ça. De toute façon, on se dit, ah, la vie avec Uber, tap, elle sait tout. On Non, apprend tout le je sais temps. rien. Enfin, et en fait, alors il y a une manière de voir les choses. C'est soit on se dit, OK, tout ce que j'ai appris, j'efface et je reconstruis, ou bien ça vient enrichir ce qu'on a déjà, quoi. Dans mon cas d'espèce, enfin, et surtout en matière d'intelligence des marchés, moi, ça fait juste enrichir mes réflexions et apporter des nuances. Et de plus en plus, je, je ne pense pas qu'il y a la notion de one size fit all, tu vois. Mm. En fait, enfin voilà, je pense qu'il faut adapter. Il y a des choses qu'il faut toujours adapter, soit sur le plan local, soit sur le plan sectoriel. Mais quoi qu'il en soit, il y a une dimension d'inconnu qui est à découvrir à chaque fois qu'on rentre sur un nouveau sujet. L'avantage que j'ai, c'est effectivement, j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs secteurs d'activité, waouh, on est en 2025, sur les 12 dernières années. En matière d'innovation, effectivement, je me rends compte qu'il y a des dominateurs communs, certes, euh, et c'est peut-être sur la base de ces dénominateurs communs qu'on va échanger aujourd'hui, mais il y a toujours une source de découverte et de nuances à apporter quand on passe d'un secteur à un autre, d'un pays à un autre, d'une région à une autre, quoi. Donc, voilà. Elle ne sait rien du tout. Vous avez entendu? On continue d'apprendre. On compte, même à son Continue. niveau, on continue d'apprendre. Première question, c'est top. Merci Marjorie. Peut-être la deuxième question. Quel conseil aurais-tu souhaité qu'on te donne plus tôt dans ta carrière, dans ton parcours? Ah! Euh, qu'il n'y a pas de limite, en fait, qu'il n'y a pas de contrainte, que tout est possible. Je pense que, et souvent j'en parle dans mes séances de Women Empowerment, etc., en disant que, en tout cas, une des grandes leçons de vie que j'ai apprises sur les 20 ans de carrière ou un peu plus que ça, c'est que finalement, les limites, ce sont celles qu'on s'impose ou ce sont les biais qu'on construit. Et que quand on arrive à comprendre ça et qu'on commence à démystifier ces contraintes et qu'on arrive à déconstruire ces biais, finalement, on se rend compte qu'on peut faire encore plus, on peut aller encore plus loin et qu'on peut se surpasser, qu'on peut reconstruire et qu'on peut démolir et innover. Enfin, on peut tout faire, finalement. Donc, donc ouais, enfin, j'aurais voulu qu'on me le dise, moi, à 5 ans, que enfin, je peux tout faire. Je pense que j'aurais fait beaucoup plus. C'est vrai? Ouais. 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 Parce que tu vois, c'est marrant de t'entendre dire ça parce qu'on se dit, bah, quand on voit ton parcours, on se dit, nous, on se dit de l'extérieur, tu ne te mets pas de limite au fait. Tu vas, you just go, tu vas, tu fonces. Donc, quand on entend dire que c'est le conseil que tu aurais voulu avoir, on se dit, bah, si tu avais eu ça, tu serais où alors? Bah, en fait, je pense que c'est le produit de la démystification de ces biais, en fait. C'est au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai appris à me connaître, que j'ai eu mes échecs, que je me suis relevée et que je me suis rendu compte que bah, finalement, you can do it. Donc, You vas-y, can, faut oser, quoi. you can do it. Je note ça. Et peut-être troisième et dernière question pour toi. Si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi? Ah, je suis une panthère noire. Ah, c'est venu comme ça. Comme ça, c'est là, Ah quoi. non, oui, oui, oui. Ouais, en fait, je me cache pas, hein. J'ai un tatouage d'une panthère. Il y en a qui me disent, est-ce que c'est pas un lézard qui grimpe? Je sais pas, ce gars qui m'a fait le tatouage il y a 20 ans, il a dû rater son dessin. Mais bref, c'est une panthère noire. Pourquoi? Parce que je suis sauvage, on peut pas me mettre dans une cage. Pourquoi? Parce que je suis terrienne, très ancrée. Pourquoi? Parce que je suis une mère de famille et j'avance en meute. Donc, ce sont mes enfants, ce sont mes amis, c'est ma famille, et voilà. Et puis pourquoi? Parce que je suis black, woman and talented. Et je trouve que c'est les plus beaux félins qu'il y a sur cette terre sont les panthères noires. Ils sont, je vais pas dire mystiques, mais ils sont mystérieux et à la fois fins et beaux et voilà, rapides. Et c'est ce que je suis. Super. Je pense que tu vas me donner le coup de départ à la masterclass, là.
J'ai plus rien à dire. Ah oui, peut-être un petit mot sur entourage. Qu'est-ce que tu en penses? Et C'est après, génial, finalement, fallait bien que quelqu'un y pense, mais c'est génial que tu y aies pensé. Et je trouve que de rendre le mentorat accessible, et, en tout cas pour moi en tant que mentor, et quelqu'un qui est passionné par ça et qui tient vraiment à partager, à encourager les uns et les autres à aller au-delà, j'adore la facilité et cette mise en relation qui est faite pour moi, cette gestion de mon temps qui est fait aussi. Donc, je trouve que ça, c'est génial en tant que mentor. Encore en tant que menti, je trouve que le panorama de mentors qu'il y a sur la plateforme est juste incroyable. Chaque semaine, je découvre un nouveau mentor. Je te dis que moi-même, je m'enregistre en tant que menti. Enfin, c'est génial ce qu'on a construit. Donc, ouais, c'est génial. Il fallait bien qu'on le fasse. fallait bien qu'on le fasse. C'est parfait. Voilà. Merci beaucoup, Marjorie. Je partage mon écran. Merci. On brise-glace. Écoutez, les amis, j'espère que vous êtes connectés, les yeux, les oreilles ouverts pour entendre et apprendre parce que ça a bien commencé. Je vais juste me permettre de présenter brièvement qui je suis et qu'est-ce qu'entourage, comme Marjorie l'a si bien introduit. Et après, on laisse la parole, on laisse la main à Marjorie et on est tous là pour apprendre. Est-ce que tu vois mon écran par... Est-ce que vous voyez mon écran? Bien sûr. Oui, oui, oui. Alors, bonjour à toutes et à tous, pardon. Je suis Raouda Aminou, je suis la fondatrice d'Entourage. Et Entourage, c'est quoi? C'est une mission que se donne avec les experts, avec nos experts, c'est de démocratiser l'accès aux experts de premier plan en Afrique. Cet échantillon de visages que vous voyez, c'est des gens qui sont reconnus, connus comme les meilleurs de leur domaine en Afrique. C'est des experts aujourd'hui qui sont hyper sollicités pour, justement, comme disait Marjorie, donner des conseils, faire du mentorat et qui aujourd'hui sont dans cette posture de dire ils veulent donner, ils veulent give back, mais comment est-ce qu'ils le font? Et c'est cette plateforme qu'on a mis en place ensemble pour permettre à tout un chacun d'accélérer sa trajectoire en Afrique en parlant à des experts devanciers, des personnes comme Marjorie qui ont connu les mêmes problèmes, les mêmes obstacles que vous, qui les ont surmontés avec du succès ou avec même de l'échec et qui sont prêts à vous apporter les recettes de leur succès. C'est des experts décideurs, donc c'est des chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui en capacité de vous apporter des opportunités et c'est des facilitateurs. C'est des personnes qui peuvent vous connecter à la bonne personne si votre profil et votre projet est cohérent et leur parle. Ça se passe sur www.entourage.africa, la plateforme qui permet de soutenir ceux qui veulent construire l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Concrètement, ça veut dire quoi? Cette plateforme vous permet de réserver des appels vidéo payants de 30 minutes à 1 heure avec des experts de premier plan qui, eux, travaillent en Afrique, maîtrisent la complexité du marché africain et peuvent vous donner des conseils personnalisés pour développer votre carrière ou votre entreprise ou votre expertise. C'est très simple. Avec l'entourage, vous accédez à ces experts de qualité qui d'habitude sont inaccessibles. Vous obtenez des conseils personnalisés et concrets et surtout, vous atteignez vos objectifs rapidement et facilement. C'est un réseau exclusif qu'on est en train de mettre en place pour partager leur savoir-faire et qui le mettent au service du continent. C'est plus de 70 experts maintenant qui nous ont rejoints avec plus de 20 ans d'expérience. C'est 16 nationalités qui sont représentées sur la plateforme. Ces experts couvrent à eux tous plus de 23 secteurs en Afrique et ils travaillent dans 36 pays. Donc, il y a forcément la réponse à votre question sur Entourage. N'hésitez plus, c'est www.entourage.africa. Voilà un petit peu pour la plateforme. On est tous là aujourd'hui pour écouter Marjorie, pour qu'il va nous expliquer sa thématique de prédilection, je crois, la tech et l'inclusion, les clés pour bâtir des solutions qui transforment l'Afrique. Et je suis très contente, Marjorie, que tu animes cette masterclass aujourd'hui, précisément, parce que c'est une thématique, la tech et l'inclusion, notamment la place de la femme dans la tech en Afrique. Et j'aimerais bien voilà, que tu nous en touches un mot. Donc, c'est un honneur pour nous de t'avoir. Marjorie, la parole est à toi. Merci beaucoup. Je vais te laisser partager l'écran et partager la présentation que j'ai montée. Et avant de démarrer, je voudrais souhaiter une excellente journée de la femme. Pour les femmes qui sont connectées et celles qui nous écouteront, vous êtes des piliers de notre société. Et il faut le savoir, il faut le vivre. Et voilà, donc excellente journée internationale de la femme. Il est rare que sur les dernières années que je ne fasse pas un événement spécifique pour la femme le 8 mars. Et effectivement, quand on choisissait le jour où j'allais pouvoir intervenir, ça m'a semblé un petit peu naturel que ça soit aujourd'hui Oui. euh, pour Entourage, parce que c'est un sujet, enfin, c'est une journée qui est importante pour moi, et puis la place de la femme de façon générale dans la société est aussi important. C'est quelque chose que je défends au quotidien. Alors, tech et inclusion, c'est deux sujets qui me passionnent et vous verrez que je me décris comme étant quelqu'un qui est passionné par l'inclusion digitale et l'inclusion financière.
Vous allez voir un petit sigle là qui est en dessous qui s'appelle Yare Consultancy Group. C'est un cabinet que j'ai monté. Et effectivement, c'est ça, c'est de l'accompagnement sur ces thématiques-là qui sont comment aller plus loin sur le continent, comment se développer sur le continent, par où passer, par quel pays commencer et comment construire des œuvres qui sont dites inclusives, tant sur le plan digital que sur le plan financier. On y va? Découvrons Oui, ensemble. une petite question, Marjorie. Depuis tout à l'heure, tu as dit que tu es une experte en intelligence des marchés. Est-ce que tu peux nous Ah, expliquer c'est quoi là? l'intelligence Je du sais marché? maintenant. Tu m'as expliqué à moi, mais l'audience ne sait pas c'est quoi l'intelligence de marché, s'il te plaît. Ouais, l'intelligence du marché, c'est une compétence de recherche d'information. Mhm. Donc avant tout, c'est de la recherche d'information, c'est de l'acquisition de la connaissance des marchés, donc des pays dans lesquels on opère ou des secteurs dans lesquels on peut opérer. Aujourd'hui, j'ai développé une expertise sur l'Afrique francophone de façon générale, mais aussi panafricaine, sur les usages digitaux. Donc, c'est cette compréhension des usages d'un pays à un autre ou d'un secteur à un autre sur le continent que je valorise sous le canevas de ce que j'appelle l'intelligence des marchés. Et on comprendra aujourd'hui à travers la session qu'effectivement, on va parler d'une Afrique, certes, mais l'Afrique, c'est 53 pays. À l'intérieur de ces 53 pays, en fait, c'est divers usages qui ne sont pas forcément équilibrés d'un pays à un autre ou d'une zone à une autre. Il y a des fortes nuances d'une partie du continent vers un autre et surtout en matière d'usages digitaux et d'inclusion financière. Donc, quand on veut construire des solutions qui, qui doivent justement scale ou transcender l'Afrique, il faut vraiment avoir cette compréhension des choses, sinon finalement, on peut développer une super solution avec une interface géniale, mais qu'on n'arrivera jamais à croître parce qu'elle n'adopte pas les, les, les usages qui sont pratiqués d'une zone à une autre. Et donc, mon travail, et si je peux dire ma lecture du marché, c'est de traduire cela pour un opérateur économique, qui est de dire, voilà, vous êtes dans la santé, vous êtes dans l'éducation, vous êtes dans le contenu, vous êtes dans l'énergie, vous êtes dans la finance, vous êtes, peu importe le sujet, vous avez une solution, bah, comment l'adapter aux usages d'une région donnée. Et donc, c'est vraiment le matching entre la solution et la population. Ça prend en compte des dimensions culturelles, ça prend en compte des dimensions technologiques, ça prend en compte des dimensions économiques qui feront qu'on va adapter une solution pour qu'elle puisse épouser les besoins d'une région à une autre. Et c'est ce que c'est l'intelligence de marché. Très clair. C'est très clair. C'était pour moi très important que l'audience comprenne cette expertise qui n'est pas assez vulgarisée, au fait. Et on comprend que quand on maîtrise cette expertise, on peut diriger des boîtes dans différents secteurs, au fait. Bah ouais, et du coup, c'est ça, on devient transverse. Et c'est vrai que c'est bien de souligner le fait que ça soit pas forcément un métier qui soit, enfin, c'est pas un métier de CFO, par exemple. Hmm. L'une des raisons, enfin, que je l'articule comme ça, c'est vraiment un métier que j'ai construit autour de mes talents et autour de mes passions. On en reparlera à la fin sur mes conseils, parce que moi, ça a été important. J'ai eu un déclic à un moment donné qui est de dire que je rentre pas dans une case, je suis. Et donc, il y a des choses que je sais faire, il y a d'autres choses que je ne sais pas faire. Et comment arriver à construire un parcours et un métier qui épouse ce que je suis. Et comment arriver à me distinguer par mes talents. Et voilà, c'est un peu une des raisons sous-jacentes pour lesquelles qui souligne un peu mon parcours, hein, parce que j'ai réussi à me distinguer parce que parce que j'avais décortiqué qui j'étais, parce que j'avais décortiqué mes talents et parce que c'était un besoin des entreprises. Très bien. On y va. C'est bon pour moi. Voilà. Super. Alors effectivement, quand je regarde n'importe quelle zone. Et cette méthodologie dont on va parler aujourd'hui, c'est une méthodologie qui peut être transposée sur l'Europe, sur l'Asie, sur l'Amérique du Sud, peu importe. C'est une méthodo que je peux pas dire que j'ai développée, mais que j'utilise. Ce sont des méthodos qui existent, qui permettent d'à la fois, de dimensionner une zone, de dimensionner un pays, et de développer un peu un scoring.
Donc, généralement, quand on se dit, bon, on veut entrer sur le continent africain, quels sont les indicateurs clés que je vais regarder qui vont faire en sorte qu'on va privilégier la Côte d'Ivoire sur le Kenya, par exemple, ou l'Afrique du Sud sur le Bénin, par exemple, en fonction du produit ou des services qu'on va regarder. Donc, effectivement, on va regarder le PIB, la croissance du PIB, les niveaux d'inflation, l'accès au crédit, typiquement. L'urbanisation peut être super importante si c'est un produit ou un service qui est plutôt adapté aux villes versus aux zones rurales. Forcément, si c'est un produit agri, on va regarder enfin, le niveau d'urbanisation, effectivement, et la proportion des zones rurales. Les questions d'inclusion financière, on va retourner dessus parce que euh, je pense que quand on parle d'inclusion financière, de façon générale, on a tendance à être focalisé sur les comptes bancaires, alors qu'en Afrique, il y a d'autres dimensions qu'on doit prendre en compte aussi, qui nous permet de construire des produits, des solutions de paiement qui sont adaptées aux usages. Euh, la question de l'inclusion numérique, qui sera au cœur de ce qu'on va développer aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Est-ce que c'est l'accès est-ce que c'est l'accès à l'Internet? Est-ce que c'est le coût de l'Internet? Est-ce que c'est un usage maison plutôt qu'un usage mobile? Et là, ces nuances-là, enfin, je pense que ça devient de plus en plus des sujets aujourd'hui sur le continent avec l'accès à la fibre, par exemple, dans les grandes villes. Mais bon, il y a quelques années, franchement, c'était que, enfin, quand on parlait d'Internet, c'est l'usage mobile, point. Euh, qui est très différent que si on va regarder le continent, enfin, si on regarde l'Europe, typiquement. Est-ce qu'il est facile de faire des affaires? Et ça, vous ne pouvez pas vous en douter que c'est probablement un des sujets les plus importants quand on regarde le continent. C'est-à-dire que créer une entreprise, est-ce que ça prend 24 heures, 3 semaines, 6 mois? Est-ce que est-ce que pour décompter une autorisation, une licence, c'est un sujet enfin, c'est normé, il y a un site internet, on remplit un formulaire, il y a un guichet connu, c'est traité en 3 jours, une semaine, 3 mois, ou est-ce que c'est le néant en termes de process? Pour en citer quelques exemples hein, de ce qui rentre dans l'environnement des affaires. Euh, Moi, j'aime bien la question aussi autour des technologies avant-gardistes, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont très avancés sur certaines technologies. Je vais donner un exemple, la crypto, ou en République centrafricaine, c'est un des seuls pays de la zone francophone, si ne pas, en fait, c'est le seul pays de la zone francophone, donc Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, qui a une réglementation autour de la crypto. On ne pourrait jamais penser que ce serait que la République centrafricaine serait le premier pays à l'avoir. Pourtant, ils ont développé bien une monnaie il y a peut-être 3 ou 4 ans, ouais, 3 ou 4 ans dessus. Et ils ont une réglementation autour. Donc, quelle est l'évolution de justement toutes ces nouvelles technologies dans un pays donné, que ce soit sur l'intelligence artificielle, la crypto ou autre. Et puis, la question du pouvoir d'achat et comment on définit le pouvoir d'achat. C'est quoi la notion du panier moyen? J'étais récemment au Bénin, il y a une dizaine de jours, et quand je regarde le coût de la vie au Bénin et je compare ça à la Côte d'Ivoire, c'est deux mondes. Je compare l'Afrique du Sud, donc Johannesburg avec Abidjan, et Johannesburg, en matière d'infrastructure, est quand même plus développé que la Côte d'Ivoire, mais en termes de pouvoir d'achat et du coût de la vie, c'est deux mondes. Où la Côte d'Ivoire est beaucoup plus chère et Johannesburg sur pas mal de sujets. Mais le niveau d'électrification, par exemple, est tout autre. Quand on va regarder la stabilité de l'électricité aujourd'hui sur l'Afrique du Sud versus la Côte d'Ivoire, c'est pour dire qu'en Côte d'Ivoire, on a une électricité qui est beaucoup plus stable que ce que l'on trouve aujourd'hui en Afrique du Sud. Donc, et c'est des choses qui évoluent. Et en fait, il faut quand même bien enfin, cette dimension de l'environnement économique et social, il faut toujours avoir un prisme par rapport à la solution ou au produit qu'on développe. Forcément, si on est sur des sujets de l'énergie solaire,
ben, on va s'intéresser aux pays où les questions d'électrification sont moins développées. Euh, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine, où il y a une instabilité dans l'accès à l'électricité, où le coût de l'électricité est beaucoup plus cher. Donc, et en fait, il y aura différentes dimensions qui vont rentrer dans cette grille-là. Donc, il y a l'accessibilité, il y a les questions de coût. Donc, on peut avoir une électricité qui est accessible, mais elle peut coûter cher. Euh, tout comme l'énergie fossile. Donc voilà, c'est le produit et le service qui vont permettre de prioriser et d'établir un scoring de 0 à 10 sur différents indicateurs clés quand on va regarder l'environnement économique et social. Et quand on va regarder l'environnement politique et la stabilité d'une zone, donc au-delà de la stabilité politique, moi, il y a un truc qui est très important, et je peux donner l'exemple typiquement dans le VTC, c'est est-ce que tu as des décideurs politiques qui sont favorables au développement de ce nouveau secteur. Donc, on peut avoir un environnement qui est très, très stable, mais pour lequel venir avec des innovations, bon, ils sont pas prêts, quoi. Donc, ça va jouer dans le prisme avec lequel on va évaluer l'environnement politique. Et puis, il y a toujours la question quand on veut zoomer dans un secteur, de pouvoir identifier des KPI qui vont pouvoir déterminer si l'environnement est favorable à ce développement du secteur. Donc, si on veut rester dans la mobilité, euh, c'est très bien d'avoir des routes, mais est-ce qu'il y a un gap en matière de mobilité? Est-ce que la mobilité de masse, par exemple, est bien développée ou pas? Est-ce qu'elle reste encore très informelle versus ce qui est formel? Quels sont les modes de mobilité existants dans ce pays-là? Quel est le coût du transport? Est-ce qu'il y a une question du coût du transport? Si le transport pèse que pour 2% du panier familial, ben, il y a pas d'opportunité. Versus un pays ou une ville où le coût du transport représente 35-40%. En fait, c'est vraiment, en fait, c'est un ensemble de ces indicateurs-là spécifiques au secteur dans lequel on veut intervenir qu'il faut démystifier, il faut décomposer pour pouvoir monter cette grille de scoring. Et effectivement, moi, je la garde simple en général, c'est un scoring qui va de 0 à 10. Et ensuite, on fait une addition toute simple. Et le pays ou la ville dans lequel le scoring est le plus élevé, ben, c'est celui-là vers lequel on va. Et basta. Et on peut derrière faire une hiérarchie, ouais, une hiérarchie des pays ou un ordre dans lequel on va se développer en regardant ce prisme socio-économique. Donc ça, c'est la première phase. Et quand on veut rater, donc si on passe à la slide supplémentaire, suivante, quand on veut rentrer vraiment dans la question enfin, les questions de la technologie, forcément, on doit regarder l'accès au digital. Et ce que j'aime bien avec le rapport de JSMA qu'ils en sortant tous les ans sur l'économie du mobile, donc enfin, de telco, et sur le mobile money, c'est qu'ils permettent vraiment d'avoir une photo annuel qui montre en fait là où on en est en termes d'accès au digital. Et on se rend compte qu'effectivement, quand on regarde l'Afrique dans sa globalité, et tout à l'heure on regardera ça par zone géographique, qu'il n'y a pas une uniformité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la question d'inclusion dans le digital est réel. Parce qu'effectivement, on est à peu près une population d'1,2 milliard sur l'ensemble enfin, à l'échelle du continent. Il n'y a à peu près que 527 ou 530 millions de personnes d'abonnés uniques sur le continent. Donc, give or take, c'est 45% ou 44% de la population qui a accès enfin, enfin, à un téléphone mobile de façon générale. Alors effectivement, dans cet accès-là, il y a des gens qui ont plusieurs cartes SIM. C'est pour ça qu'en matière de connexion SIM, on a le double. Et on verra que même que cette notion de dual SIM ou de multi-opérateur est prévalente notamment en zone urbaine versus des zones rurales. Mais clairement,
c'est que les gens ont tendance à avoir plusieurs numéros de téléphone, deux ou trois, en fonction de leurs usages, en fonction de la stabilité des infrastructures digitales dans leur pays. Mais l'accès reste encore une question qui est importante. Et quand on va encore plus loin, c'est en termes d'accès 4G, donc on descend encore plus à une trentaine de pourcents des gens qui ont accès à ça, à la 4G, et il n'y a que 50% de la population qui a un smartphone. Donc, 50% de la population ont accès, entre guillemets, au téléphone mobile. Sur ces 50%-là, il y a une trentaine de pourcents qui sont sur de la 4G. Donc, ça veut dire que le reste, et on le verra un peu plus loin, c'est soit de la 3G ou de la 2G. Donc, ça veut dire que c'est des usages basiques du digital, code USSD. Et sur cette population-là, il n'y a que 50% qui ont accès à un smartphone. Ça ne veut pas pourtant dire qu'ils ont des usages digitaux. Ça veut juste dire qu'ils ont un smartphone. Donc, si on continue, et qu'on regarde, donc c'est la slide suivante, qu'on regarde, qu'on zoome un peu plus, et je suis navrée, j'ai quand même voulu vous donner une photo générale, donc on va s'attarder un peu sur le côté gauche de cette slide, qui montre un peu plus justement l'accessibilité sur le digital et mobile. Rapidement, et qu'on le voit hein, par zone, la photo n'est pas la même d'une zone à une autre. Typiquement, l'Afrique centrale, on va voir qu'il n'y a que 36% de la population qui sont abonnés sur le mobile et un taux de pénétration de 42%. Là où en Afrique de l'Ouest, on est plutôt à 48% de taux de pénétration et 54% de smartphones. Et quand on regarde un peu la tarte, euh, on va vraiment, je vais vous, en jaune, c'est la 3G, donc c'est là où on arrive à faire quand même des choses assez intéressantes. Et en gris, c'est de la 2G. Donc on verra que en Afrique centrale, ben, on est quand même à 26% qui font que de l'usage 2G. 2G, c'est des codes USSD. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore sur des pages Internet, on n'est pas dessus. Là où 60% dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, pardon, est sur de la 3G et à peu près 26% est sur de la 4G. Donc avec quelque chose qui va un peu plus rapide, etc. Euh, on verra que bon, c'est pas du tout la même image qu'on a en Afrique du Sud, par exemple, donc la zone où on a davantage de gens qui sont sur de la 3G et davantage de gens qui sont sur de la 4G, mais il y a quand même des besoins de développement enfin, il y a toujours des gens qui sont 2G, donc on est quand même à 14% quand on prend tout le sud du continent. Et, et la photo est plus ou moins pareille sur l'Afrique de l'Est. Donc, tout ça pour dire que la question de l'accès, elle est prévalente sur tout le continent, à un degré plus ou moins nuancé d'une partie à une autre. Et là, je vais juste donner une photo régionale, mais effectivement, quand on va rentrer, on va zoomer dans les pays, bah, la photo de la Côte d'Ivoire ne sera pas la même que le Mali, ou le Mozambique ne sera pas le même que l'Afrique du Sud, ou l'Ouganda ne sera pas pareil que le Kenya ou l'Éthiopie, par exemple. Euh, voilà. Et si on regarde sur le côté droit du slide, vous savez que l'argent mobile, le mobile money, ça fait partie des technologies qui sont nées en Afrique et qui se sont exportées dans le monde. Et effectivement, ça permet de combler le gap en financiarisation, donc en accès au compte bancaire. Euh, et quand on va regarder ça, on se rend compte que même dans ces usages, enfin déjà, le besoin d'avoir accès à un compte mobile money est différent d'une zone à l'autre. En fait, c'est la réflexion des infrastructures autour de l'accès au crédit ou l'accès à la banque. Donc déjà, est-ce qu'il y avait un besoin de combler ce gap-là? Et là, on verra que typiquement en Afrique du Sud, les gens sont beaucoup plus bancarisés. Au Nigeria, les gens sont beaucoup plus bancarisés, ont accès à un compte bancaire, versus la Côte d'Ivoire ou le Kenya ou l'Ouganda, etc. Et une fois qu'on a déterminé effectivement l'accès à un compte bancaire, on regarde vraiment le développement enfin, de cette technologie et surtout des usages. Et c'est important parce que un des éléments qui m'a choqué quand j'ai traversé, enfin, que j'ai travaillé de l'Afrique de l'Ouest et vers l'Afrique de l'Est, c'était de voir à quel point, euh, ou même, enfin là je vais loin, j'ai fait un grand écart à travers le continent, mais quand je regarde la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Libéria,
Donc, c'est trois pays qui sont frontaliers. Les usages en argent mobile sont complètement différents. Effectivement, tu vas au Ghana, tu peux payer tout en argent mobile. Et tout le monde paye tout en argent mobile. D'ailleurs, l'homme d'affaires qui va au restaurant, et le restaurant, peut-être qu'il n'a pas accès, il n'y a pas un TPE pour pouvoir utiliser sa carte, parce qu'il en a une carte, il est bancarisé, ben, il a un usage, il va bouger de l'argent de son compte bancaire vers son compte mobile, et il va payer sa prestation en argent mobile. Euh, En Côte d'Ivoire, on est encore, bon, il n'y a pas, enfin, il y a pas, c'était pas le cas il y a 5 6 ans, hein. Enfin, je pense que j'ai vraiment vu l'évolution aussi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est en train d'évoluer, mais il y avait quand même l'usage très espèce dans tous les maquis qu'il y avait dans la ville. Il y a 5 6 ans, franchement, payer en Orange Money ou payer en Wave, c'était pas un usage qui était ultra développé. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe. Payer son taxi à Nairobi, il y a 5 6 ans, c'était normal que ça se faisait en M-Pesa. Personne sortait un chilling pour payer. Enfin, tout le monde, enfin, il y a 5 6 ans, c'était déjà l'usage. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui ou qui n'était pas du tout le cas en Côte d'Ivoire, par exemple. Euh, Ce qui était remarquable, c'est de voir un petit pays comme le Libéria où justement, quand on regarde les usages du mobile money, ayant travaillé sur le déploiement d'Orange sur ce pays-là il y a quelques années, euh, on était, enfin, c'était déjà un usage qui dépassait ceux de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les uns et les autres, au-delà de déposer de l'argent, de se transférer de l'argent et de retirer de l'argent de leur compte mobile, ils payaient déjà des choses avec. Que ce soit des factures, que ce soit un marchand. Cet usage a été déjà fortement développé il y a 5 6 ans au Libéria. Là où nous, en Côte d'Ivoire, on était encore sur du dépôt et du retrait. Si je regarde par exemple l'Afrique du Sud, euh, bah, c'est maintenant que les notions d'argent mobile sont en train de se développer, notamment dans les zones, dans les villes secondaires ou les zones rurales de l'Afrique du Sud. Contrairement au développement de cet usage-là qu'on peut voir, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Kenya, qui sont d'ailleurs ou au Ghana. Donc, qui sont aujourd'hui, je pense, les trois gros pays d'usagers ou de comptes mobiles pas des usages, mais plutôt de comptes mobiles. En Afrique, par ordre, c'est Kenya, Ghana, Côte d'Ivoire, avec la Tanzanie qui vient tout de suite après et l'Ouganda. Mais en termes d'usage, donc le développement des usages, c'est clairement l'Afrique de l'Est, puis le Ghana, et ensuite la Côte d'Ivoire et les autres pays. Donc, beaucoup de choses à voir ici, et je pense qu'il y a énormément de potentiel sur ce qu'on peut faire en matière de paiement et comment on intègre ces solutions-là dans ce qu'on va développer. Donc, si on passe sur la slide suivante, où finalement, ben, qui sont ces utilisateurs finaux? Et ce qui est remarquable, c'est que moi, je pense qu'il y a à peu près 5 personas, il y en a peut-être 4 ou 5, voire 6, mais j'ai préféré vous présenter 5 personas euh, que j'ai nommés comme ça, mais on peut s'amuser avec les noms. Mais en fait, ce qui est important, c'est les usages qu'on va retrouver chez ces différentes personas-là, qui pour moi sont représentatifs de l'Afrique. Alors effectivement, la proportion avec laquelle on va retrouver Momo Fanta ou Kwame d'un pays à un autre, va être différente en fonction de tout ce qu'on s'est dit en amont. Va être différent en fonction de la croissance économique de ce pays-là, en fonction des développements des usages digitaux de ces pays-là, en fonction du niveau de bancarisation de chacun de ces pays, en fonction de l'électrification d'un pays ou une autre. En fait, la proportion, est-ce que c'est 10, 15, 20% de la population qui se définit en Moment Fanta ou en Kwame ou en Iman ou en Topé ou en Jeannette et Pete va être différente. Mais le persona et les usages, ce sont des choses qu'on va retrouver. Donc, si on zoome un peu plus dans ces personnes-là, Maman Fanta, c'est la maman qu'on va retrouver en zone urbaine et en zone périurbaine slash rurale. Euh, ils représentent une, j'ai mis deux plus dessus, mais voilà,
une bonne proportion de nos populations. Généralement, ces personnes-là sont professionnellement actives, donc elles sont généralement dans l'informel, ils sont artisans, ils sont dans nos marchés, ils sont dans nos zones rurales, nos agriculteurs. Euh, de manière générale, ce sont des adultes déjà, enfin, ce sont des adultes qui ont plus de 40 ans ou 35 et plus. Ils ont un pouvoir d'achat relativement faible comparativement au reste de la population. Ils ont une culture numérique qui est aussi plus ou moins faible. Ils ont un accès, donc que ce soit via un téléphone de base ou même s'ils ont un smartphone, en termes d'usage qui reste très basique. Ils n'ont pas de compte bancaire. Ils sont soit sur le cash, soit sur le mobile money. Ils sont plus ou moins exclus du digital parce qu'ils ont en tout cas leur culture est limitée. Ils utilisent leur téléphone pour rester en contact avec leurs parents. Peut-être qu'ils font du WhatsApp, vous serez surpris, hein, je vois maintenant en zone rurale des moments, et ça va rien faire d'autre que juste aller sur WhatsApp. Elles savent pas écrire, hein. Mais, ou ils savent pas écrire, mais ils savent faire un audio, ils savent faire un appel vidéo. Et donc, on a vu ces usages-là se développer, mais comparativement au restant du pays, ça reste quand même des usages de base. Kwame, c'est plutôt celui qui est plutôt, il est plus jeune, il est étudiant, ou il est chômeur, en tout cas, il est plus jeune. Je les mets dans la phase adolescence, mais c'est vraiment ce groupe de personnes qui ont entre 15 et 35, qui se cherchent, comme on dit en Côte d'Ivoire. CSP aussi, donc catégorie socio-économique, qui est relativement faible, qui a une culture numérique qui est un peu plus développée que Maman Fanta, qui a un usage quand même limité, non pas à cause de sa culture, mais plutôt en termes d'accès. Parce qu'il prend une passe, il a accès à une passe jour, une passe, en tout cas, pour des besoins spécifiques. Lui aussi, il n'a pas de compte bancaire, mais il a un fort intérêt sur le digital, et il va avoir des consommations en fonction de son pouvoir d'achat, euh, court, mais spécifique. Mais il a un intérêt. Et effectivement, ça peut représenter d'un pays à un autre une masse importante de la population qui, pour moi, détient énormément de potentiel en matière de digital. Et puis, il y a ce que j'appelle les up and coming, les gens qui y croient. Ils sont aussi généralement beaucoup plus en zone urbaine qu'en zone périurbaine. Ils sont actifs professionnellement de façon générale. Ce sont des jeunes adultes, hein, 25 à 40, give or take, avec des enfants. Ils ont leurs parents encore en vie. Ils sont enfin, peut-être souvent en couple avec une CSP moyenne, mais ils gèrent bien leur budget. Ils ont une culture numérique qui est plus ou moins développée. En tout cas, ils ont un fort désir de se connecter. Ils sont sur les Facebook, ils vont regarder les vidéos TikTok. Euh, ils ont généralement, en tout cas, ils sont comme ils sont entrés dans le tissu économique. Ils ont un compte bancaire parce qu'ils reçoivent leur salaire là-bas. Et ils sont forcément sur le mobile banking aussi. Mais ce qui est important ici, c'est cette classe moyenne qu'on voit qui se développe sur le continent, qui veut faire des choses, mais qui gère son budget, c'est limité et voilà. Mais j'aime bien les appeler les up and coming, tu vois, c'est vraiment cette classe moyenne qui surgit. Et puis, il y a les top pay. Et bon, chez quelqu'un, on va dire, dépendamment des pays, on va trouver des noms qui sont intéressants. Là, c'est un Naija que j'ai voulu représenter. C'est le trendsetter. C'est lui vraiment. Alors, lui, il est vraiment en zone urbaine. Il est généralement employé, il est jeune diplômé, il vient d'une famille issue qui est à haut revenu. Donc, il a accès à certaines choses, il est dans une CSP un peu plus élevée, soit de par sa famille, de par ce qu'il... Enfin, voilà, tout ce qu'il a touché, il a une culture numérique qui est super développée. Alors, c'est le gars qui va vous faire les stories, qu'il est dans tel événement. Euh, En fait, c'est lui qui lance les trends. Il a au moins un smartphone pour ne pas dire deux. Il a l'ordi à la maison, l'ordinateur portable ou la tablette, puis celui qu'il utilise au travail. Ou bien, enfin, bref, il a acheté son équipement. Il voyage. Ou s'il ne voyage pas, il est très influencé par tout ce qui est hors du continent. Ils sont des influenceurs. Ils sont nos influenceurs sur le continent. Ils utilisent énormément les médias numériques pour se divertir, mais surtout pour créer des contenus et pour lancer les trends. Ce sont les trendsetters du continent aujourd'hui. Et puis,
comme on aime dire en Côte d'Ivoire, on va retrouver les suspendus. Alors, les suspendus, bon, c'est ceux qui sont, généralement, ils sont un peu plus âgés. Ils ont l'argent. Ils sont employés ou ils sont entrepreneurs, ils ont développé les choses, ils en possèdent plusieurs smartphones, forcément, l'ordinateur, la tablette qu'ils ont acheté, plus l'ordinateur de l'enfant, la tablette de l'enfant, plus les vacances qu'ils vont faire en France, à Londres. Bon, en fonction, enfin, si on parle de l'Afrique francophone, ils vont à Paris ou bien ils vont à Bruxelles. S'ils sont dans l'Afrique anglophone, ils vont à Londres, ils vont aux États-Unis. Ce qui est sûr, c'est des gens qui voyagent. Ce sont les vrais suspendus du continent qui sont aux quatre coins du monde, qui sont fortement influencés par l'Occident, qui sont ouverts au changement, qui veulent être perçus comme ceux qui ont réussi. Et effectivement, de plus en plus, on les voit sur les médias. Et eux aussi, ils sont en train de créer des trends, mais c'est à un autre niveau. C'est pour ça que je les appelle les suspendus. Donc, qu'on aille au Nigeria, qu'on aille au Kenya, qu'on aille en Tanzanie, qu'on aille au Bénin, parce que je les ai vus aussi au Bénin, qu'on aille au Togo, qu'on aille au Sénégal, qu'on aille en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore fait la RDC, mais je connais le Cameroun. Qu'on aille même à l'île de la Réunion, j'ai vu quelqu'un des Comores qui est là, qu'on aille à Madagascar, qu'on aille en Afrique du Sud, vous allez retrouver des représentants de ces personnes-là. Et je pense que ça peint vraiment aujourd'hui la population sur le plan socio-économique et sur le plan de leurs usages, tant sur le digital, sur les influences qu'ils ont, sur les consommations qu'ils ont. euh, et oui, sur les intérêts. Et effectivement, quand on va développer un produit, que ce soit en matière de contenu, donc quel est le parcours client qu'on veut avoir, qu'on va développer un produit en matière d'expérience qu'on veut laisser ou qu'on veut faire vivre à nos clients, qui soit en matière de prix, qui soit en matière de distribution, qui soit en manière de communication, ben, il faut absolument pouvoir déterminer à qui on parle, qui sont ces utilisateurs finaux pour pouvoir adapter et construire la bonne stratégie et la bonne offre pour réussir sur le continent. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous de façon générale. C'est vrai que la team entourage m'a demandé de faire un peu un retour d'expérience sur ben voilà, comment est-ce que j'arrive à me gérer, moi, en tant qu'individu, sur le continent et en étant une femme dans la tech, en étant une mère dans la tech. Et j'ai quand même formulé donc sur la slide qui suit quelques tips sur lesquels je voudrais partager avec vous. Certains, j'ai déjà dit, vous l'aurez vu, qu'il est important en tout cas pour trouver son équilibre, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait parce que, comme on dit, si on réussit ici, là, c'est qu'on peut réussir partout dans le monde. Alors moi, j'ai fait les choses inversement, c'est que j'étais ailleurs et je suis rentrée sur le continent en 2012 et je confirme que réussir sur le continent, c'est un parcours qui est complètement différent que réussir ailleurs, avec les moyens qu'on a ailleurs. Donc, une des clés pour moi, ça a été voilà, de construire un métier ou de m'intéresser à des choses que j'aime, de vivre de mes talents et de mes passions. Et ce qui fait que les journées qui sont difficiles, qui sont les challenges que je peux vivre, bah finalement, bah, ça glisse, quoi. En tout cas, bah, ça glisse pas toujours, mais ça glisse un peu plus parce que j'aime ce que je fais. Et parce que voilà, je m'éclate, ce sont mes talents et ce sont mes passions. Et voilà, je dis toujours qu'il faut oser parce que la route est sinueuse. Et il y a une expression que j'aime bien qui est de dire que finalement, bon, pas qu'on apprend à nager, on doit nager quand on ne sait pas nager, puis on se retrouve au milieu d'un océan. Ça, là, c'est le parcours du combattant africain. Donc, finalement, bah, si on n'ose pas, si on ne sait pas se décanter, se débattre, apprendre enfin, voilà, quand on n'a pas une route tracée, bah, c'est difficile. Et la clé, c'est oser. Finalement, on se rend compte qu'on sait flotter. Et une fois qu'on a appris à flotter, on sait faire une petite brasse, même si elle n'est pas parfaite. Et puis après, on va regarder autour de nous, on va voir comment les autres font, et puis on va apprendre les rouages du terrain. Et puis avec de l'engagement et du travail quotidien, ben, on va les dépasser. Donc, mais ça démarre parce qu'on a osé.
Et je pense que pour pouvoir faire ça, bah, il faut arriver à prendre soin de soi. Euh, Parce que si on ne sait pas s'occuper de soi et avoir du temps pour soi, bon, on ne saura pas faire le point un ni le point 2. Et prendre soin de soi est différent d'une personne à une autre. Pour moi, c'est avoir un ancrage spirituel, avoir un ancrage familial, avoir un ancrage tout court. Et c'est parce que j'ai cet ancrage-là que je sais faire bah, tout ce que je fais. Et effectivement, c'est bien manger, c'est faire du sport, c'est bien dormir, mais ça, bon, tout le monde le sait, mais c'est quand même bien de le souligner, qu'il faut juste prendre soin de soi sur tous les plans. Et puis, je pense, et je l'ai dit dès le départ, c'est que, enfin, l'humilité, enfin, moi, j'ai appris ça sur le continent. Je pense que on se dit qu'on a ça, et puis finalement, on fait face à des situations, on se rend compte que non, enfin, tu connais rien du tout. Et, euh, et je pense que c'est bien de s'armer de cette humilité-là, de nourrir cette humilité-là. J'aime bien cette expression enfin, la citation de Pascal, je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Enfin voilà, on apprend partout et tout le monde peut nous apprendre. Même même notre femme de ménage ou celui qui ramasse les ordures a quelque chose à nous apprendre. Donc gardez cet esprit ouvert et voilà, et je pense que vous allez pouvoir émerger. Et puis finalement, ben, on dit Abidjan est doux et que le centre du monde est en Côte d'Ivoire. Bon, moi j'ai fini par prendre le temps et apprendre à aimer mon continent dans sa globalité. Même si oui, en bonne ivoirienne, je dis toujours qu'Abidjan est doux, mais il faut aimer le continent, aimer son continent, aimer où vous travaillez. Et quand vous aimez et que vous avez de l'empathie pour votre continent, et vous avez enfin, de l'empathie pour ces utilisateurs-là, eh ben, vous allez pouvoir créer et innover des choses qui vont transcender des générations. Voilà, voilà. Merci pour ce moment de partage et j'espère que ça vous sera utile et très hâte de vous retrouver sur la plateforme en one-on-one. J'ai pas de mots. J'applaudis d'abord. J'applaudis d'abord. Franchement, tu vois, ça, c'est une masterclass. On était en train d'apprendre, de noter. Et ce que j'ai bien aimé dès le départ, tu as parlé de méthodologie. Et c'est ce qu'on a retrouvé, au fait, dans toute la structure. Tu as réussi, je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait, mais tu as réussi à structurer comment on attaque, comment est-ce qu'on lance un produit, comment est-ce qu'on lance un produit pour répondre à des usages. De par l'analyse, comme tu as dit, hein, l'analyse socio-économique, la grille des scoring. Ensuite, prendre en compte le type de produit digital. Parce que toute ton analyse se base quand même sur des produits digitaux. Si Oui, les bien petits sûr. ne sont pas digitaux, on parle d'autre chose encore. Et ensuite, Ouais. les personnages. Moi, j'aimerais bien revenir sur les personnages. J'aimerais bien revenir. Ah, mais d'ailleurs, on a un sondage en live là. Parce que j'ai demandé à l'équipe de préparer un sondage. Messieurs, dames, j'aimerais bien que vous votez. Vous êtes qui parmi les personnages? On aimerait bien savoir. Même si je pense que la communauté entourage, on a des Kwame, hein? On a des Iman, je pense. Peut-être des Tokwe. Les Jeannettes, là, non, non, non. Les Jeannettes ne sont pas dans Il n'y a pas l'entourage. de suspendu. Il n'y a pas de suspendu. Il n'y a pas de suspendu ici, je pense. Mais je pense quoi. Mais donc, si vous voulez bien jouer le jeu et remplir le petit sondage, Marjorie et moi, on aimerait bien savoir, on aimerait bien confirmer et comprendre est-ce que notre vision d'entourage correspond à la communauté. Est-ce qu'on a des Kwame, des Iman, des Tokwe? Maman Fanta, je ne pense pas qu'elle est ici avec nous. Maman Fanta, je ne Non, pense je ne pas. pense pas. Ça ne fait pas partie de ses usages. Ouais. Ça ne fait pas partie de ses usages. Donc, Même je un vous laisse. Kwame, ça risque Ouais. d'être tendu. On devrait plutôt ici retrouver plutôt des up and coming. Oui. Quand je regarde le sondage qu'on a fait en prélude, Oui. c'est fortement des up and coming qu'on va retrouver. Peut-être des trendsetters, Hmm. mais surtout des up and coming, qui seraient le véritable ventre mou Hmm. de entourage. Voilà, c'est Oui. des gens qui cherchent à se développer, voilà, voilà, qui sont des up and coming. Voilà. Open coming, voilà, en construction, tout à fait. En construction. On vous laisse remplir le sondage pendant une minute, mais j'ai une question du coup, Marjorie. Est-ce que ces utilisateurs-là, on peut l'appliquer à n'importe quel marché, n'importe quel continent, même en Asie par exemple, on les retrouve, même dans la diaspora, on les retrouverait? Ou c'est Je pense spécifique à qu'ils se l'Afrique? définissent autrement. Hmm. Mais je pense que n'importe quelle plaque régionale
se découpe en ouais, quatre à cinq, voire six usages. Hmm. Après, effectivement, les usages, surtout sur le digital, ils vont être différents. Mais ils vont être différents. Les usages en termes de consommation aussi vont être différents d'un continent à un autre. Là, vraiment, c'est vraiment sur le continent africain, parce que bon, c'est mon D'accord. expertise, hein, je ne suis pas experte de l'ATAM. Mais je pense que si on va en Amérique du Sud ou si on va en Asie du Sud-Est, on va retrouver un peu, parce qu'en matière de développement, ce sont des plaques régionales qui sont, je ne veux pas dire qu'ils sont similaires à l'Afrique, mais où leur courbe de développement est peut-être légèrement en amont ou pas, en fonction des pays en tout cas, et qui peuvent avoir des comparables. Hmm. Mais clairement, c'est une décomposition qui est complètement différente sur l'Europe, parce que tu vas avoir beaucoup plus de gens qui ont des... Enfin, la question de l'accès est moins prévalente, la question de la financiarisation est moins prévalente, euh, la question des influences est tout autre. Et donc, effectivement, les personnages vont être définis autrement, mais tu vas en trouver aussi en 4 à 6 d'un pays à un autre, quoi. D'accord. Très bien. Est-ce qu'on a les résultats du sondage, Olivia? Est-ce que tu peux nous partager le résultat du sondage pour qu'on confirme, comme Marjorie disait, que c'est des imams? Ah, tu as vu, c'est 57%, hein? 57% imams. Bienvenue dans les imams. On est ensemble. C'est pour vous qu'on a fait ça. Vous êtes en compétition up and coming et vous êtes au bon endroit pour, Ah, mais voilà. c'est génial. Donc, les gens se sont retrouvés dans les Ah, personnages. C'est génial. tu as vu? Ah, on a du talk, hein? Faut pas rigoler avec Oui, nous, hein. oui, On oui. a Non, du mais talk, en hein? fait, oui, 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 oui. Et en fait, les top pairs, c'est bien de vous retrouver ici et je pense qu'effectivement, c'est une thématique qui est quand même, ils sont probablement entrepreneurs, c'est des gens qui s'intéressent à développer des solutions. Si je vois, hein, si je regarde la thématique qu'on a développée, je regarde le sondage, ça doit être certainement nos entrepreneurs qui nous écoutent parce qu'ils sont en train d'innover sur le continent. Effectivement, c'est un sujet qui peut les intéresser pour construire des produits et des services qui sont performants. Ouais, C'est c'est ma vrai. lecture un peu de cette analyse, ce petit profil digital, mais je suis heureuse que vous vous retrouvez ici. Ouais. Et donc, on avait raison. Iman, maintenant, on sait à qui on s'adresse et tu vois, c'est très intéressant maintenant l'expertise que tu nous as déchiffrée, même pour moi en tant qu'entrepreneur hein, qui pilote entourage, de comprendre que voilà, ma cible, c'est plus des imams, c'est des personnes qui sont en zone plutôt urbaine que périurbaine. Voilà ce qu'ils cherchent, voilà ce qu'ils attendent, comment est-ce qu'il faut les approcher, comment est-ce qu'il faut les adresser, est-ce que c'est des codes promo qu'il faut leur donner ou pas, tu C'est vois? ça. Approche. Est-ce C'est que la ça. plateforme doit être une appli mobile ou plutôt desktop? Toutes ces réflexions doivent être intégrées quand on connaît mieux son persona phare, au fait, quoi. C'est C'est ça. c'est C'est ça. super. C'est Écoutez, ça. messieurs, dames, je sais pas si j'espère que vous avez beaucoup appris. On va passer à la partie questions-réponses parce qu'on a collecté pas mal de questions en amont, mais vous avez le Q&A hein, qui est ouvert. Si vous souhaitez poser des questions à Marjorie, n'hésitez pas, mettez-les directement dans le Q&A. On va les parcourir ensemble tout à l'heure, mais on va d'abord commencer avec les questions que vous nous avez posées lors de votre inscription à cette masterclass. Donc, première question pour toi, Marjorie, c'est par rapport à la réglementation et l'adaptation locale de ces réglementations. Ah. Première question en plus en direct. Euh, Quels sont les principaux défis réglementaires que rencontrent les startups technologiques en Afrique et comment naviguer ces contraintes et adapter son modèle aux spécificités locales? Hmm. Hmm. Alors, en fonction de la thématique et du secteur, il peut ou il ne peut pas avoir de réglementation. Je pense Hmm. que souvent, moi, j'ai été confrontée à des environnements où il n'y a juste pas de réglementation. La réglementation est obsolète. Et donc, on est vraiment dans un espace où il faut accompagner le régulateur à sa compréhension des nouvelles technologies et des nouveaux business models. Et ça peut être un challenge. Euh, je pense que le VTC, c'est un bon exemple où j'ai vraiment contribué à la mise en place d'une réglementation en Côte d'Ivoire dans un environnement où il y avait une réglementation historique, mais qui n'était plus adaptée aux nouveaux usages de la, du VTC, hein, qui est la digitalisation de la mobilité.
Et effectivement, bon, ça fait quelques temps maintenant que je suis sortie du VTC, mais je suis en train de voir, je lisais encore dans les journaux il y a une dizaine de jours, qu'ils vont exclure un opérateur en Côte d'Ivoire parce que justement, son business model est différent. Donc, on est toujours dans le VTC. Son business model est complètement différent de ce qui est pratiqué aujourd'hui par Uber, Yongo et Hitch. Euh, et la réglementation, la nouvelle réglementation, euh, ne, ne prend pas ce business model-là en compte. Donc, en fait, on est en perpétuel mode de pédagogie pour accompagner. Dans la fintech, n'en parlons pas. La réglementation ne promouvoit pas l'accélération des usages dans la fintech. Pourtant, les gaps en financiarisation ou les gaps dans les infrastructures bancaires sont existants et les fintechs sont en mesure d'accélérer cela, mais la réglementation est contraignante, ce qui fait que c'est un frein au développement de ces nouvelles technologies-là. Et j'en passe, parce que c'est pareil dans plein d'autres secteurs. Je pense qu'il y a des sujets autour, par exemple, de la protection de la donnée personnelle qui ont été pris de l'Occident, qui sont appliqués dans nos pays, mais qui ne sont pas forcément adaptés. En tout cas, il n'y a pas les infrastructures derrière pour pouvoir à la fois répondre à cette réglementation-là et créer un environnement d'innovation. Donc, c'est un vrai sujet. Mais je pense que quand on aime son continent et qu'on veut le voir se développer, ben, on a une posture de pédagogue vis-à-vis du régulateur parce qu'on doit construire avec lui. Voilà. Ouais. Moi, ça me soulève une réflexion, justement une discussion qu'on a eue. Tu disais, quand toi tu rentres dans une boîte, les départements avec qui tu fais ami-ami, c'est les juridiques. Ah oui. Oh, ouais. Non, non, franchement, j'ai envie de dire que je suis presque devenue juriste. En fait, la réglementation est tellement clé dans tout ce qu'on fait que c'est important de la comprendre. Et quand on bosse pour des groupes internationaux qui ne sont pas forcément sur le continent, en tout cas, ou qu'on les représente sur le continent, il faut créer un pont entre nos juristes et nos régulateurs. Et il faut, enfin voilà, faut on rentre dedans, quoi. Faut décortiquer les textes, faut comprendre d'où vient le régulateur, faut comprendre de quoi il se protège. Et il faut pouvoir créer ce pont pour pouvoir innover et adapter et faire les bons lobbies, parler aux bonnes personnes influentes, tant dans le grand groupe ou enfin la boîte pour laquelle on travaille, ou si on est entrepreneur ici, que dans de tissus politiques et social dans lesquels on opère. Et je dis social parce que souvent, ce sont les leviers associatifs qui nous permettent de construire un lobby ou un plaidoyer qui est adopté. Donc, où c'est souvent eux-mêmes qui créent un frein au développement d'une évolution, d'une réglementation. Donc, c'est important de travailler avec euh, le tissu social, la société civile de notre secteur, euh, d'être pédagogue, euh, de pouvoir leur montrer les bénéfices d'avoir des évolutions dans la réglementation, dans les business models, etc., qui eux aussi peuvent se joindre à vous pour développer votre plaidoyer et que vous ayez même peut-être la plume à la main pour développer la nouvelle réglementation de votre pays ou de votre continent. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut aimer le continent. On ne fait pas On ça. revient. C'est ça. Mais du coup, tu vois, du coup, comment on trouve le juste milieu pour choisir le pays en question? Tu vois, par exemple, tout à l'heure dans ta présentation, tu as parlé de l'analyse dans la grille de scoring, tu as parlé de l'environnement favorable au secteur. Il faut être sûr que les décideurs du pays veulent porter des réglementations, ou des lois, ou des politiques en lien avec ce secteur-là. Mais si tu tombes sur un pays où justement c'est un peu compliqué, côté politique qui veut porter cela, mais en même temps, c'est une opportunité pour l'entrepreneur parce qu'il y a tout à faire dans le pays. Comment tu trouves le juste milieu pour dire j'y vais en termes d'opportunités, mais ça va être compliqué parce que les politiciens ne sont pas encore prêts pour ça. C'est une bonne question et je pense qu'il y a des opérateurs qui, pour eux, dans leur grille de scoring, encore une fois, c'est une grille de scoring. Ça ne veut pas pour autant dire qu'en fonction de l'ADN de l'entreprise, de l'ADN de l'entrepreneur, en termes de risque et en termes de moyens, peut-être ça, dans la pondération des éléments qu'on va regarder, c'est pas quelque chose qui compte, tu vois.
Mm. Je ne vais pas citer les noms des entreprises, mais même dans le VTC ou dans d'autres secteurs, hein, enfin, il y en a pour lesquels c'est pas important. Et au contraire, ils vont et ils font de la rupture et ils sont prêts à mener ce combat-là parce qu'ils ont les moyens de le mener, parce que ça fait partie de leur stratégie d'entrée de marché, parce que... Et je dis pas que c'est mauvais. Je dis Mm. juste qu'il faut prendre ça en compte et en fonction de notre ADN, de nos valeurs et des moyens qu'on a, ça peut avoir une pondération plus ou moins élevée. C'est tout. En fonction de notre ADN, c'est très bien insisté sur ça. Aimer le continent est en fonction de notre ADN et des valeurs. C'est pas toutes les innovations qu'on peut porter. On porte les innovations qui sont alignées avec nos valeurs et ce qu'on veut pousser. Très, très important. Très clair. Une autre question qu'on a pour toi. Ah, ça, c'est intéressant comme question pour toi. C'est lié à se lancer sans background dans la fintech. Quelles sont les formations spécifiques que doit suivre un entrepreneur qui propose une solution digitale à fort potentiel sans background consistant dans la fintech? Je... Bah voilà, tu parles à une autodidacte. Donc pour C'est moi, ça. Je, je pense que c'est même pas, enfin, c'est pas une question à se poser. Je pense que si on est, ça fait partie de nos passions et que on a détecté une réelle opportunité et qu'on a développé des compétences, les compétences, même en regardant des chaînes YouTube, on les développe, hein. Hmm. En travaillant sur une thématique, on développe une compétence. Donc, je suis pas de ceux qui ont le prisme fermé en disant allez faire telle formation, etc. Parce que je pense que ça, ce n'est plus de notre génération. Je pense que la formation, c'est une formation continue et elle est au bout de nos doigts. Je pense qu'on peut devenir, comment dire, on peut être, et les Ivoiriens, on peut avoir un doctorat dans tout ce qu'on veut. En fait, C'est- en bonne Ivoirienne, voilà quoi, on peut développer les diplômes dans tout ce qu'on veut. On n'a pas besoin d'aller à l'école, sur un banc d'école enfin, pour l'avoir. Par contre, je pense que de plus en plus, il faut avoir des compétences pointues. Donc, le fait de ne pas aller se former de façon formelle, c'est pas un sujet, mais le fait de développer des compétences et des aptitudes pointues, c'est un sujet. Et les méthodes pour ça, elles sont enfin, multitudes. Donc c'est l'expérience, etc. Et je pense que quand on est issu du secteur financier, hein, qu'il soit traditionnel ou pas, ben, Hmm. on on peut apprendre, hein. Enfin, la crypto, franchement, si on s'assoit un petit peu sur Internet, là, un vendredi soir jusqu'au lundi matin, non-stop, je vous garantis, vous allez apprendre des choses, hein. Mais tu vois, moi, j'ai tenu à quand même poser cette question parce que quand on voit justement ton parcours et quand on voit aujourd'hui ton expertise dans l'intelligence des marchés, à la base, aujourd'hui, tu gères ta Tapsen, mais tu n'as pas un parcours dans la finance à proprement dit. Tu as, Assis comme eux, assis comme eux. tu as une Alors, formation. Mais est-ce que tu... j'ai Voilà, une, c'est quoi tu j'ai une travaillais? formation en gestion du patrimoine, donc c'est très financier. J'ai commencé ma carrière dans la finance. J'étais trader en début de carrière. Hmm. Et puis passer en audit interne dans la finance. Mais peu importe, en fait. D'accord. Parce que bon, l'opportunité de TapTap, qui est de les représenter dans la sous-région, enfin, aurait pu être une autre. Enfin, parce qu'effectivement, avant ça, j'étais dans le VTC, enfin, dans la mobilité. Enfin, franchement, j'ai pas fait d'études dans le transport. Euh, Avant ça, j'étais dans les telcos et j'ai travaillé sur plusieurs chaînes de valeur dans les telcos, notamment dans le contenu. Je suis pas issue de la télévision. Donc, en fait, ça revient au point où je dis que moi, j'ai travaillé sur une approche ou un talent qui n'est pas issu forcément d'une formation, même si je peux vous dire que quand j'ai détecté ce talent-là ou cette opportunité en moi, je n'étais pas encore formée. Je suis allée me former après en intelligence économique, qui est simplement la technique de recherche d'information et en influence. Donc, je suis allée chercher ce que j'appelle des outils pour pouvoir innover. Mais je savais que moi, j'étais chercheuse, j'aimais beaucoup la recherche. Euh, voilà, mais je voulais pas faire de la recherche théorique, je voulais faire de la recherche appliquée. Donc, comment faire de la recherche appliquée en gagner de l'argent? C'était à cette problématique-là que je devais répondre. Et de la recherche appliquée, c'était pour innover. Donc, en fait, c'est à ça, hein. Et je suis allée chercher des outils. J'ai découvert l'intelligence économique en recherchant comment faire de la recherche appliquée. Quels sont les différents métiers autour de ça? J'ai découvert l'intelligence économique, je suis allée me former dessus, hein.
Je fais un an de formation dessus, où j'ai appris des outils de techniques de recherche d'information sur Internet, techniques de recherche d'information sur le terrain, puis finalement, je me suis spécialisée dans les techniques de recherche d'information terrain, parce que j'aime les gens, j'aime les cultures, Mhm. et j'ai une aptitude et un intérêt sur la sociologie, donc la culture des gens. Euh, donc, quand je rentre dans un pays, je m'intéresse à tout, à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils écoutent comme musique, à les usages en matière de comment on dépense de l'argent, est-ce qu'on parle d'argent, c'est quoi les religions, comment c'est pratiqué, quels sont les rites. Voilà, je m'intéresse à la culture et je vous assure, quand on commence à comprendre les cultures des gens, on commence à comprendre leur rapport à l'argent et leur rapport à la consommation. Et quand tu croises ça avec des techniques de recherche d'information, donc moi je suis allée très très vite. Je sais débarquer dans n'importe quel pays et très rapidement, au bout d'une semaine, comprendre les usages. Donc c'est des techniques, des outils que j'ai développés. Je sais mapper qui sont les gens qui sont influents parce que je sais rechercher de l'information. C'est tout. Et je sais appliquer ça à de l'innovation et à la détection d'opportunités parce que c'est un de mes talents. Un de mes talents a toujours été comment monétiser. Moi, j'étais... Alors, ma sœur racontait tout le temps, au début de ma vingtaine, dis-toi, tu vas créer une entreprise chaque semaine. Parce que chaque semaine, j'avais une nouvelle idée. Ah, on peut gagner de l'argent comme ça. Ah, on peut... Et en fait, j'ai fini par comprendre que c'était un talent, que je sais monétiser. Donc, quand j'ai associé ça avec des outils, ah, c'est le métier que je fais aujourd'hui. C'est ça. Dans sky is the limit. OK, OK. Et je pense que du coup, tu vois, ça démystifie ce mythe de il faut être formé forcément dans le Ouais. secteur avant d'innover, d'entreprendre. Il y a d'autres compétences pointues, comme tu as dit, qu'il faut développer pour pouvoir vraiment justement à s'adapter au bon secteur. Et tu vois, la prochaine question encore dans ce sens, hein, mais je vais je vais la tweaker un petit peu légèrement parce que la question c'était comment faire sa transition dans la tech et bien gérer ses équipes lorsqu'on a longtemps évolué dans le secteur bancaire et les assurances. Je pense que tu as déjà un petit peu répondu avec la précédente. J'aimerais rajouter le spectre féminin. Ton point de vue sur ça. Comment faire sa transition dans la tech ou gérer des équipes en tant que femme entrepreneur ou femme dans la tech, peut-être. Alors, peut-être pas tellement la notion de femme. Moi, je dirais quand on passe d'un secteur traditionnel à un secteur tech, Ah, OK. je pense que Mhm. la vraie question, c'est autour de l'agilité. Mhm. Euh, je pense que la vraie différence entre les secteurs plus ou moins traditionnels, c'est que dans la tech, on est agile, on pense à écrire des process quand on a skill. Il n'y a rien de figé, on sait déconstruire et reconstruire rapidement. Donc, c'est ça l'agilité. Mhm. Mais il faut créer un environnement qui permette ça, de pivoter rapidement. Et ce qui est très différent des secteurs traditionnels où tu as des process, tu as une hiérarchisation des choses. Donc, tu veux changer une virgule, il faut aller voir le patron qui lui va voir le patron qui lui monte au conseil, puis ça redescend. Le temps qu'on perd avec ça, bon, on retrouve pas tellement ça dans la tech. Il y a un exemple pratique que j'ai qui m'a marqué, parce que j'étais dans la tech avant ça. Je suis arrivée chez Uber quelques temps avec Covid, et quand Covid a éclaté, c'est la rapidité à laquelle on a créé de nouveaux business models en plein milieu de Covid. Je pense que Covid, c'était genre un 15 mars où tout s'est arrêté dans le monde. Je pense entre le 15 mars et le 20 mars, on a créé, je pense, une quinzaine de nouveaux business models à l'échelle mondiale qu'on a mis sur le marché. Donc, c'est la grosse différence. Et pourtant, c'est une grosse machine, Uber. Mais effectivement, c'est là où j'ai compris la notion d'agilité, la notion, enfin, de voilà, la véritable notion de pivoter et d'agilité, de pouvoir lancer des nouveaux produits, nouveaux business models au regard des contraintes. Donc, on n'a pas de compte, personne ne contrôlait ces contraintes. Mhm. Et les contraintes étaient plus ou moins importantes d'un pays à un autre. Et je vous assure, hein, donc là, je parle entre le 15 et le 20, mais ce qui s'est passé entre le 15 et le 18 ou le 15 et même le 17, mais la multitude de slides, de documents, de création de business model en fonction des contextes qu'on avait. Donc, enfin, c'était incroyable. C'était incroyable. Et c'est la rapidité avec laquelle on a fait ça, mais c'était incroyable. Donc, en fait, je pense que le vrai sujet, quand on passe du traditionnel à la tech, c'est l'agilité. C'est les outils de communication.
c'est les outils de formalisation. Est-ce qu'on formalise ou pas? Euh, et là, franchement, la maturité d'un pays, enfin, d'une entreprise à une autre est différente. Parce qu'aujourd'hui, chez TapTap, c'est des bullet points, c'est très bien, hein, on a une idée, on fait pas on fait pas forcément de slide sur quoi que ce soit. Très différent de la culture d'entreprise que j'avais chez Orange, où on fait des slides sur tout. Enfin, voilà, et je pense que la- plus on est dans des secteurs avant-gardistes qui sont pleins d'innover, qui créent, qui doivent pivoter, s'ajuster, etc. Donc, c'est vraiment dans les nouvelles technologies. Moins on formalise, plus on est agile. Enfin, voilà. Plus des questions, il y a des questions qui sont plus importantes. Et donc, forcément, la posture vis-à-vis des équipes est complètement différente. Plus il y a de flexibilité. Moi, je travaille de la maison maintenant depuis plusieurs années. Je suis en full remote. Je voyage beaucoup, mais je suis en full remote. Ça ne veut pas dire que je travaille moins. Mm. Mm. Ça veut vraiment dire que je travaille autant qu'il faut, quoi. Et c'est un mode opératoire qui est complètement différent. Je pense que on voit de plus en plus de boîtes qui s'installent dans les coworking space. Donc, l'environnement dans lequel même on travaille est différent. Et du coup, des questions de développement, d'appartenance à la marque sont beaucoup plus prévalentes, plus importantes, parce que finalement, quand tu n'as pas forcément un bureau, parce que quand tu formalises moins, enfin, comment est-ce que, quelle culture est-ce que tu déploies? Certes, c'est cette culture d'agilité, etc., mais comment est-ce que tu développes une appartenance à la marque? Bon, comment tu instaures une marque au sein de tes employés? Enfin, là, ça Ouais. devient des vraies questions et on se différencie différemment. Donc, je pense que la véritable question, elle est plutôt autour de ça. Et Ça. elle est cross-gender. Donc, c'est homme-femme, etc. Et je pense qu'effectivement, peut-être si je dois avoir une nuance pour la femme, c'est que parce que ça va vite, ou parce qu'il faut que ça aille vite, parce qu'il faut pivoter rapidement, on a des aptitudes d'adaptation qui sont généralement un peu plus développées naturellement chez la femme versus les hommes. Donc, en principe, on devrait mieux évoluer dans cet environnement-là. Par contre, on peut avoir des contraintes familiales, sociales, qui font on est moins flexible. Et effectivement, la flexibilité dans la manière dont on travaille peut avoir des avantages. Moi, être full remote en étant mère de famille, c'est génial. Ça me permet d'être là quand mes enfants rentrent. Vous ne l'avez pas entendu, j'ai ma fille qui est rentrée du basket là tout à l'heure. Enfin voilà. Euh, mais ça arrive même en semaine quand enfin, quand je suis à la maison. Mais donc, ça permet une présence qui est différente que quand on va au bureau de 8 heures à 19 heures. Euh, mais ça ramène aussi certaines contraintes parce qu'à des moments, bah, on bosse non-stop parce qu'on pivote. Donc, voilà, c'est plutôt des questions d'adaptabilité et d'agilité, je dirais. Il faut prendre en Ouais. compte. Très bien. Ça me soulève une autre question, mais avant de la poser, n'hésitez pas à continuer à mettre vos questions dans le chat pour Marjorie, hein. On va prendre deux ou trois questions dans le live. Du coup, tu vois, quand tu parles d'agilité, transformation digitale, il y a une question que ça adresse. Est-ce que tu as un cas, est-ce que tu as un retour d'expérience ou un cas pratique d'un exemple concret d'une entreprise du secteur traditionnel qui a réussi, selon toi, sa transformation digitale? Et quel enseignement peut-on tirer de ce parcours-là? Est-ce qu'il y en a qui te viennent Alors, vraiment en tête? entreprise traditionnelle, Ouais, c'est du ça? secteur traditionnel, comme... Oui, c'est ça. Euh, Mais il y en a, hein, enfin, j'essaie de voir quelle entreprise qui a pivoté, qui n'est pas donc, du coup, qui n'est pas une entreprise technologique. Euh, Oui, et qui, ben, avec la modernisation, devait passer par là et qui a vraiment réussi cette transformation-là. Si y en a une voilà, qui te vient en tête, c'est un exemple. ouais, comme ça, non, à Ouais, chaud. ça Mais, marche. mais, mais je pense qu'il y en a, enfin, qu'il y en a plein. Enfin, tu vois, quand je regarde, par exemple, voilà, un exemple, enfin, c'est notre compagnie d'électricité en Côte d'Ivoire, par exemple, Ah, qui est une entreprise traditionnelle, qui a développé des parcours digitaux, des moyens de paiement digitaux, des compteurs intelligents digitaux, qui est en train d'aller beaucoup plus loin dans l'expérience client,
donc pouvoir régler des problématiques à distance. Mhm. Voilà, tu vois, là, on sent vraiment, enfin, on a vu vraiment l'évolution. Encore une fois, j'ai l'avantage d'être en Côte d'Ivoire depuis 12 ans maintenant et donc d'avoir observé cette transformation sur le Mhm. de cette entreprise-là. C'est un bon exemple. Euh, je pense que dans des entreprises comme Canal, euh, qui ont développé des offres sur le digital alors qu'ils étaient essentiellement sur le satellite, qui ont développé même des offres d'Internet via le Canal Box, mais qui sont fortement challengés, hein, donc ils sont vraiment en plein dans cette transformation-là, mais qui ont dû transformer leur business model, qui était beaucoup plus, euh, moins dans l'accès, maintenant beaucoup plus dans la production de contenu finalement, pour pouvoir euh, pallier avec la rude concurrence qu'il y a avec l'avènement des Netflix et autres, et des usages digitaux qui changent des consommateurs. Je pense que Canal, c'est un exemple intéressant, en tout cas sur le Mhm. continent, et qui continue cette transformation-là, euh, et tout en traitant la question d'accès aussi, parce qu'il y avait beaucoup de ce qu'on appelle l'araignée, hein, donc des gens qui avaient accès aux abonnements sans payer pour les abonnements, donc ils ont dû transformer un peu aussi comment ils traitaient ça. Euh, mais surtout dans le business model aussi, qu'ils ont vraiment pivoté. Ça, c'est intéressant de les voir euh, évoluer. Je pense que dans le secteur bancaire, on voit pas mal de choses qui se passent euh, tant dans les outils digitaux. Alors, bon, peut-être que j'ai un biais parce que je suis dans le conseil d'administration d'EcoBank, donc je vais forcément parler de ma marque EcoBank, qui a développé toutes des solutions sur le mobile, qui fait partie aujourd'hui des banques les plus digitales sur le continent, mais qui est obligé de pivoter. Mais il y a toujours des questions d'usage qui se posent, hein, pour n'importe tous ceux qui font du digital. C'est les gens vont, enfin en Afrique, hein, on va télécharger l'appli, on va faire des usages basiques. Maintenant, comment passer à un niveau supérieur, si je veux comparer dans le secteur bancaire, qui va faire qu'un Revolut peut exister sur le continent? C'est un autre sujet, mais je pense que quand on regarde Diamo et le parcours du Diamo, qui est un parcours extraordinaire sur la Côte d'Ivoire et qui est en train de se développer sur les Sénégal, ça veut aussi dire que les usages, en tout cas même dans la bancarisation, sont en train de se développer. Et Mhm. on est en mesure, en utilisant des langages différents, ils ont développé le coffret, la notion du coffret, du coffre, qui n'est qu'un compte d'épargne, non. Mais c'est un coffre. Voilà, pour justement s'adapter aux usages, à ceux qui sont exclus aujourd'hui ou qui ne se retrouvent pas dans les offres bancaires. Donc, c'est Mhm. assez intéressant de voir comment des nouveaux produits et services se positionnent pour concurrencer les canaux traditionnels et pour challenger les traditionnels pour qu'ils puissent pivoter davantage et aller plus loin dans le digital. Donc ça, c'est pour parler de la banque qui est quand même traditionnelle. Bon, sur l'assurance, je vois, c'est un peu plus long. Il y a quand même quelques offres de InsurTech. Il y a encore quelques trucs sur la digitalisation des parcours clients en assurance. On en parlait encore l'année dernière avec quelques potes à moi qui sont dedans. Il y a des enjeux qu'on n'arrive pas à soulever. Tu vois, comment faire une déclaration de sinistre sur le digital, comment entièrement et mener cette chaîne de valeur entièrement. Il y a encore beaucoup de questions autour de ça. Donc voilà, il y a des sujets qui ont encore un peu de mal à pivoter, mais si tu regardes les assureurs traditionnels, bon, chacun essaie développer une expérience client qui est plus fine, qui s'appuie sur cette transformation digitale, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire. Je regarde par exemple dans l'agriculture, là c'est plus en matière d'outils, où on va voir une transformation digitale, l'usage des drones pour surveiller les cultures par exemple. Euh, mais là, on est plutôt sur les sujets de mécanisation, d'industrialisation, plus que du digital en lui-même. Mais il y a euh, des outils ou de la data même qui est collectée, qui permet de développer ou d'accélérer l'industrialisation. Donc, je pense que c'est la data qui aujourd'hui devient une source d'information super importante. Donc, comment collecter cette data, comment la brasser, etc. Et Ouais. là, on fait le lien avec le digital qui sert l'agriculture, qui commence à servir la santé, par exemple. Euh, voilà, on commence là aussi à avoir des petites innovations, mais rien encore at scale, en tout cas dans ce secteur traditionnel. Pour citer quelques-uns, mais bon.
Là, je pense que tu nous en as cité pas mal. Et c'est hyper intéressant de voir cette lecture de, voilà. En fait, je pense que dans la question, ce qu'on voulait voir, ce que l'audience, en tout cas, ce que je comprenais, c'est pour dire, selon toi, qui est une experte de ça, bien montrer aux gens que quand on parle de digitalisation, de transformation digitale, ça va plus loin que juste dire, OK, c'est bon, j'ai mis en place un site web et une application mobile, au fait. C'est C'est comme ça, si c'est le parcours, l'expérience client, comment est-ce qu'on le révolutionne pour c'est s'assurer ça, d'être au plus proche de ses consommateurs. c'est Tu vois. ça, Et peut-être c'est une ça. dernière question là qu'on a collectée avant qu'on passe dans le chat. C'est un thème d'inclusion numérique. Je pense que ta cartographie des usagers répond un petit peu à ça. Même, je te laisse quand même compléter. Comment s'assurer que les solutions technologiques en Afrique sont véritablement inclusives et touchent les populations rurales? Quel levier activer pour éviter une fracture numérique? Alors, je pense que je l'ai dit un petit peu en amont. Mm. Je ne pense pas qu'on soit en mesure de développer. Quand on voit la disparité des personnages, il faut savoir à qui on parle. Donc, si on veut traiter le rural et ceux qui sont moins inclus, faisons ça. C'est ça. Effectivement, je pense si je prends les opérateurs telco, ce qu'ils arrivent à faire, c'est qu'ils développent des applications. Ils ont toujours les canaux USSD pour ceux qui sont encore sur des usages 2G, par exemple. Donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à combler euh, et enfin, ceux qui ont moins accès au digital versus ceux qui l'ont. Et même, enfin, même la banque, hein, je parlais d'EcoBank, enfin, chacun développe des parcours clients USSD et puis des parcours clients applicatifs. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à combler les deux. Mais je ne suis pas sûre qu'on peut être roi des deux, enfin, sur les deux. Je pense que c'est challengeant de développer ce que j'appelle un one size fit all. C'est Je pense ça. que c'est important de prioriser les segments à qui on s'adresse. Et quand on les adresse, il faut bien les adresser. Et quand on arrive à bien adresser quelque chose, on peut ensuite scale vers d'autres segments et soit développer d'autres produits pour eux, pour bien les adresser. Je pense que souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on essaye de développer quelque chose qui touche à tout le monde et on adresse mal tout le monde. Ou on adresse. En fait, on pense qu'on a développé quelque chose pour tout le monde et puis parce qu'on a des parcours clients pour tout le monde, mais finalement, on est vraiment bon que pour un segment. Mm. Moi, je C'est suis ça. plutôt de ceux qui disent j'attaque un segment, je le traite correctement versus celui qui dit j'attaque tout le monde. Mais C'est ça. bon, on m'aurait posé la question il y a 5, 6 ans, 7, 8 ans, je n'aurais pas forcément donné la même réponse. Donc, voilà. Ben, tu vois, du coup, ça rejoint une interrogation que j'avais, je pense peut-être l'audience aussi. Est-ce qu'on peut adresser plusieurs usagers ou est-ce qu'il y a des petits groupes d'usagers quand même qu'une solution, tu vois, je pense que Maman Fanta, elle est drastiquement opposée au suspendu. Mais est-ce que Tokwe et les Iman, voilà, est-ce qu'il y a des Oui, je produits qui pense peuvent que marcher? oui. Je pense on peut plus facilement adresser un ou deux segments qui se rapprochent Voilà, euh, avec un produit. En fait, on peut adresser le moment Fanta au suspendu, hein, mais c'est plusieurs produits. c'est C'est ça. pas un produit, Oui, c'est ça, c'est plusieurs produits. c'est plusieurs produits. Je suis d'accord, oui. C'est ça. Voilà, il est simplement ça. Donc après, est-ce qu'on rentre sur un marché avec un portefeuille de produits ou est-ce qu'on attaque, enfin, on rentre pas un produit et celui-là, il marche bien et après on passe à un autre produit, etc. Enfin, ça, ce sont des techniques, des stratégies d'entrée et les marketeurs sauront nous donner leur avis dessus. Mais moi, j'ai ma lecture des choses et voilà. Et puis finalement, hein, ça reste une question enfin, de coût, hein, de C'est coût et de ça. coût, hein, donc Le coût de priorisation, ouais, c'est exactement ça. Très ressources, bien. hein, Et de ressources, exactement. Ben, écoute, ça, c'est les questions qu'on a collectées. Donc, on va regarder les questions dans le live. Je vous laisse continuer à poser les questions dans le live. On va en prendre juste deux parce que le temps, on a dépassé le temps que Marjorie nous a accordé. Et pendant que Marjorie regarde les questions, c'est dans le Q&A, hein, messieurs, dames, posez vos questions si vous le voulez. Pendant que tu regardes le Q&A, Marjorie, je prends juste 2 minutes pour présenter, pour répondre à la question, ceux qui veulent te booker, tous ceux qui veulent te parler, comment ça se passe. Donc, je vais juste reprendre la même sur la présentation pour juste partager mes slides pendant 2 secondes.
pendant que tu regardes les questions dans le Q&A. N'hésitez pas à les poser, comme ça on va les adresser. Donc juste pour ceux qui, comme moi, ont beaucoup appris sur cette masterclass hein, sur comment on peut lancer son produit tech de manière intelligente qui réponde aux besoins des consommateurs et qui surtout va permettre de toucher sa bonne cible. Si vous souhaitez échanger en privé avec Marjorie, c'est possible dorénavant sur la plateforme Entourage. Vous pouvez la réserver pour qu'elle puisse vous donner des conseils sur vos business en général, plus sur vos entreprises, vos business en Afrique, mais également sur votre carrière si vous le souhaitez. Hein. Vous pouvez toujours la consulter. Ça se passe en 3 étapes hein, sur Entourage pour accélérer votre trajectoire. Vous réservez votre session et lors de la réservation, vous envoyez vos questions à l'avance afin que l'expert puisse préparer la session. Vraiment, venir dans le call avec des réponses stratégiques pour vous. Elle vous aidera à définir une feuille de route hein, pour votre projet pour que vous puissiez passer à l'action. C'est ça, c'est vraiment ça les 3 étapes. Vous réservez. Il y a une préparation stratégique en amont. Il y a une feuille de route pratique que vous obtenez durant la session. Et après cela, les équipes d'entourage et moi-même, on vous suit pour être sûr que vous passez à l'action. Et ça, c'est une méthodologie qu'on a développée avec les experts et qui marche aujourd'hui. Les clients nous le disent. Hein, quand on parle 1 heure avec un expert sur entourage, ça permet de régler les problèmes qui les empêchent de dormir depuis des semaines. On a des clients qui le témoignent et on les en remercie. Et avec entourage, vous faites des pas de géant et vous atteignez votre objectif plus rapidement, plus facilement en Afrique. Avec Marjorie sur Entourage, c'est très simple. Elle nous accorde 1 heure par semaine. C'est tous les samedis à 10 heures GMT. Très occupée comme tous les experts. En mettant son temps à disposition, on s'assure vraiment hein, de permettre aux entrepreneurs qui veulent faire avancer leur carrière ou leur business de pouvoir échanger avec elle et de réserver une session en one-to-one les samedis à 10 heures GMT. Comment ça se passe? Vous pouvez réserver soit une session de 30 minutes ou de 1 heure en ligne. Et en réservant cette session, vous avez droit à différents bonus. Vous avez droit à un bonus qui vous permet d'échanger avec elle pendant 1 heure et d'obtenir 15 minutes additionnelles. Vous payez 1 heure, mais vous avez 1h15. Et surtout, après cela, vous avez un suivi de 2 mois personnalisé avec l'équipe entourage pour être sûr que vous arrivez à mettre en pratique les conseils de Marjorie. Et spécialement pour cette masterclass, on a mis en place un code promo, Marjorie25, qui vous permet de réserver votre session avec 25% de réduction pendant les prochaines 48 heures. Donc, ça vous revient à 190 euros au lieu de 250 euros l'heure et vous repartez avec les réponses qui vous permettent de scaler. Je n'invente rien. Il y a des clients qui l'ont testé et qui le confirment. Et c'est une petite surprise qu'on a pour toi, Marjorie. Si je ne me trompe pas, Chris est en ligne. Est-ce Ah que Chris, bon? même moi, je découvre. Est-ce que Chris est en ligne? On m'a dit que Chris était en ligne. Est-ce que c'est le cas, l'équipe? Olivia? Alors, un instant, je crois qu'il se connecte. Très bien. Donc, Chris, c'est un client. Hein. Marjorie, est-ce que tu peux, vu que tu l'as eu, c'est quoi son projet? Rien de confidentiel. Hein. Pourquoi il t'a sollicité? Et voilà le témoignage que Chris a fait sur Marjorie pendant le temps qu'il se connecte. Ah, génial. Non, enfin, il a un projet dans la mobilité, notamment au Togo. Ah, au Et, Togo? ouais, et il est en pleine construction de son offre et un super appli, enfin, franchement, une belle ergonomie, etc. Et donc, il a des besoins d'accompagnement pour comprendre bah, à qui il parle finalement hein, et comment développer la bonne offre pour que son produit puisse marcher, scale. Et ouais, non, c'était génial de passer un peu de temps avec lui. Et c'était chouette de voir de telles innovations. Ouais. Et il nous a témoigné, il disait, j'ai souhaité obtenir des conseils stratégiques sur le développement et la croissance d'une plateforme dans le domaine de la mobilité. Notre échange a été fluide, simple Il et est là. efficace. Excusez-moi, il Chris? est là. Chris est là. Ah, Chris est là. Oui, bon, Chris? bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Bonjour Chris, comment ça va? Ça va, Merci ça va. de nous trouver 5 minutes pour venir témoigner parce qu'on tenait vraiment à ce que voilà, que tu témoignes de ton expérience parce que Marjorie t'a accompagné. Oui, oui, c'était vraiment super. Alors, je me présente, je m'appelle Chris Doevi. Je suis architecte de solutions data, mais porteur d'un projet ambitieux que je commence au Togo, mais à destination de toute l'Afrique. Donc, Rodal, je crois que en te suivant, il y a quelque chose que tu n'as pas précisé, c'est que Moi. l'accompagnement, il n'est pas fait à partir du bookage. Vous m'avez accompagné même quand je me posais la question de quel expert il me fallait. Tout à fait. C'est le diagnostic pour choisir le bon expert. C'est ça. Et du coup, vous m'avez aidé à structurer, enfin, à comprendre ce dont j'avais besoin et m'avez naturellement orienté vers Marjorie. Et Mm. je ne suis pas du tout, enfin, euh, c'était un très bon choix, un très bon conseil de votre part. Et vraiment, je peux témoigner que ça s'est bien passé. C'était très structuré. Elle m'a donné de très bons conseils actionnables tout de suite. Et Actionnable.
Ouais. Oui, elle m'a donné des devoirs. Désolé, Marjorie, je t'ai pas encore fait signe parce que j'ai pas fini mes devoirs. Et Les donc, devoirs. franchement, je pense que Entourage, c'est une bonne plateforme, c'est une très bonne idée. Et quand on est entrepreneur, on se pose beaucoup de questions pour passer à l'étape suivante. Et Entourage, ils sont là, ils accompagnent pour ça. Et avec Marjorie, moi, je sais pas, j'ai hâte qu'on se reparle très, très bientôt et que j'aurai fini mes devoirs. Et donc, j'encourage tout le monde à s'approcher d'Entourage, exposer ce dont vous avez besoin, ils vous aideront à y voir plus clair, même avant de booker un expert. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et à dire un grand merci à Marjorie pour son temps, mais aussi à l'équipe Entourage, hein. C'était, Merci, Chris. il y a une semaine, c'était vraiment une expérience. Moi, c'était unique pour moi. Unique. Si je peux aussi rajouter un petit truc, c'est que Entourage, je l'ai connu en décembre dernier. Et depuis décembre, j'hésitais. J'ai Hmm. hésité, j'ai hésité. J'ai failli booker un expert. Je ne donnerai pas le nom, mais je me suis arrêté au moment du paiement. L'équipe d'entourage, ils m'ont contacté. Ils ont, ensemble, on a essayé de comprendre c'était quoi mon besoin, mon projet, etc. Et finalement, il s'est fait que j'ai eu une solution à mon problème, j'ai eu des réponses à mes questions surtout. Et voilà, franchement, je recommande. Je recommande. Je recommande. Merci beaucoup, Chris. Merci, Chris. Donc, tu disais avant, l'entourage était flou. Maintenant, tu as des devoirs de maison. Marjorie, tu donnes des devoirs de maison. Oui, mais c'est pour la bonne cause. Non, mais si on doit faire les choses, il faut bien les faire. Donc, Oui, voilà, c'est surtout ça, hein. C'est donner les outils et pouvoir accompagner. Donc, Ouais. c'est ça. Donc, Donc, en tout écoute, cas, merci beaucoup. merci beaucoup parce que voilà, je tenais à ce que tu témoignes. Donc, merci d'avoir trouvé, d'avoir trouvé un peu de temps parce que je voulais vraiment voilà, que tu montres l'accompagnement que tu es en train d'avoir parce que c'est un accompagnement, hein. Comme tu l'as dit, tu auras encore d'autres sessions avec Marjorie, mais tu veux Oui, t'assurer, voilà, tu investis sur toi-même au fait. Tu investis sur toi-même, sur ton projet pour c'est t'assurer que ça. tu le fais de la bonne manière et qu'il trouve sa cible à Lomé notamment. Très bien. Exactement. Très bien. Exactement. C'est bon pour moi. Merci, Chris. Je ne sais pas si Marjorie, tu veux rajouter un petit mot pour Chris. non, juste que j'ai hâte de te revoir et que tu es sur un super projet. Et effectivement, je pense qu'il faut prendre le temps de faire tes devoirs. Tes devoirs. Mais j'ai aucune crainte que tu les feras. Et je pense que tu verras même en faisant tes devoirs que tu as déjà les clés. Mm. Donc, voilà, Ça. tout est au bout des Merci, doigts. Chris. Merci Merci Marjorie, beaucoup. merci Chris. Mais Chris, à très bientôt pour ton suivi avec nous. Et comme À Chris bientôt. l'a dit, hein, comme Chris l'a dit, comme dans l'accompagnement entourage, les experts jouent leur part, l'équipe joue également leur part. Voilà, on vous suit du début jusqu'à la fin pour être sûr que votre réponse, voilà, vous trouvez votre réponse sur la plateforme. Et merci pour Chris, un autre client de témoigner pour Marjorie. Donc, on a quasiment fini la masterclass. Marjorie, j'ai juste peut-être une question. Ah non, pardon, excuse-moi. Est-ce que tu avais des questions dans le chat auxquelles tu voulais répondre avant que je saute ça? Attends, je regarde rapidement. Enfin, c'est Ah, marrant, je vais oui. commencer par la dernière qui disait, ouais, j'ai bossé dans le telco, quel rapport avec la télévision? En fait, euh, Orange à l'époque, Orange que tu vois, donc je vais vraiment juste dans les années, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, en 2016, se poser la question de comment intervenir dans le contenu et dans la production de contenu, mais aussi dans la libéralisation de la télévision. Donc pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire à l'époque, enfin, la télévision n'était pas encore libéralisée. Donc j'ai travaillé sur ça, sur les business models pour Orange à l'époque. Notamment sur la TNT. Donc, on a fait une joint venture avec Canal. Donc, c'est une nouvelle box télé pour pour ceux qui ne pouvaient pas payer la Canal Box à l'époque, qui est moins chère. Donc, il y avait ce projet-là. Et puis surtout, sur la production de contenu. Donc, quel type de contenu produire, pour qui, comment et combien est-ce que Orange peut gagner. Et vous verrez qu'après ça, donc Orange a commencé à vraiment produire du contenu
2018, 2019, etc. Et c'est vraiment sur la base des thématiques qu'on avait identifiées, des business models qu'on avait déployés. Et toute l'offre aujourd'hui de Orange TV en matière de production de contenu, en tout cas les réflexions en amont, bah, c'est les sujets sur lesquels j'ai travaillé. Donc, effectivement, c'était beaucoup de recherches dans la télévision, avec les producteurs que j'ai rencontrés en 2016, 2017, vraiment toute la période en amont avant qu'Orange prenne une position bien ferme sur son positionnement sur la production de contenu. Je pense que l'autre question était sur la répartition des partenariats par région n'est-elle pas juste représentative des besoins locaux? Euh, Enfin oui, oui, en fait, c'est pas, c'est effectivement la représentation non seulement des besoins, mais des usages locaux. Et quand on dit, doit-on évoluer du moins connecté vers le trender juste parce que les grands acteurs tels que présents globalement Asus nous encouragent à le faire par opportunité africaine et saturation de leur marché? Bon, ça, c'est un choix. Je Mhm. pense que, je pense qu'il y a pas de réponse juste à cette question-là parce que c'est une question de positionnement, c'est une question d'offre. Je vois les suspendus et les 37 heures consommer local, consommer des produits locaux, consommer des produits issus d'entrepreneurs locaux, parce que ça répond à leurs usages, parce que ça répond au type de consommation qu'ils ont, parce que ça répond à leurs sentiments. Enfin, leur, je dis sentiments, mais j'ai parlé des suspendus qui ont besoin de montrer leur succès, qui ont besoin de, etc. C'est parce il y a des produits locaux qui permettent et qui répondent à cela, que ça soit dans le tourisme, que ça soit dans les produits de consommation, que ça soit. Donc, en fait, je pense qu'il ne faut pas regarder ça de ce prisme-là, mais plutôt regarder, de regarder quand je construis mon produit, est-ce que je vais simplifier. Est-ce que je construis une offre premium ou est-ce que je construis une offre mass market ou est-ce que je construis une offre entrée de gamme? Euh, je vais prendre un exemple tout bête qui n'est pas digital, mais le chocolat. Le chocolat qui va concurrencer du Pachi, qui est une marque internationale quand même. On peut très bien développer du chocolat premium qui va cibler le suspendu. Euh, on peut très bien développer une offre de produits pour le corps ou un spa pour les suspendus. Tout à fait le développer pour le mass market. On peut très bien développer des usages autour de la food tech Glovo, par exemple, euh, pour le suspendu. Par exemple, moi, il y a un truc, typiquement, Glovo, il y a une possibilité de ne pas payer pour la livraison. Enfin, c'est une offre premium d'abonnement que franchement, c'est que les suspendus qui prennent ça. Parce que tu sais que tu vas demander une livraison toutes les 2 jours. Tu as des usages qui font que, bon, ça coûte 2000 francs par mois. Tu préfères payer 2000 francs. Enfin, c'est rien dans ta tête pour l'esprit du fait que tu es Globo Prime, que dans l'algorithme, toutes tes livraisons sont priorisées et que tu vas avoir cet usage redondant. Enfin, donc, en fait, ce n'est qu'un prisme avec lequel on regarde la population pour pouvoir construire des offres adaptées. C'est pas une question d'aller vers des usages de l'Occident ou pas. Il faut juste Mhm. reconnaître ce qu'on est. Point. C'est Voilà. clair, non? Parce que l'exemple que tu as donné avec les suspendus qui consomment des marques locales, en fait, les suspendus, même s'il n'y a pas de marque locale, elles vont consommer des marques qui permettent qu'ils montrent leur réussite, au fait. S'il y a des marques locales Ouais, qui qui faire ça, répondent à leurs besoins, qui termes en termes de qualité de service, qu'en termes d'expérience, expérience Mhm. premium. Je vais aller Ouais. sur l'expérience, le suspendu, il veut savoir qu'il est premium. Et de le Donc, faire savoir en dans Suisse. le lancement de ta marque, s'il veut recevoir sa carte black écrite en gold avec son nom pour une invitation premium exclusive, lui, ça l'intéresse. C'est important que tu le reconnaisses. Son parcours client, il veut que quand il appelle le centre d'appel, que tu dises bonjour, Madame Saint-Lô, sans qu'il ait à dire que c'est Madame Saint-Lô, Mhm. numéro d'identifiant tant. Il veut que son numéro de téléphone, là, qu'on puisse savoir que c'est lui. Il veut que quand il rentre en agence, peu importe ton agence ou dans ton magasin,
qu'un parcours dédié premium. Il n'a pas envie d'attendre 15 minutes que tu t'occupes de Tartampion avant lui. En fait, il a des besoins d'être privilégié d'une manière autre. Et c'est parce qu'il est suspendu. Bon, on a pris l'exemple du suspendu, mais je prends l'exemple, tu l'as bien dit, Rauda, tout à l'heure, en disant que les up and coming, ils aiment les promos. En fait, un truc tout bête, c'est que tu vas lui dire que ça coûte 100 000 et puis tu lui dis que ça coûte 79 000, ou bien que tu lui dis que ça coûte 100 000 mais que tu lui donnes un code promo qui fait que c'est 79 000, ça résonne plus dans sa tête parce qu'il y a un code promo, il y a une promotion. C'est le Mm. gars, c'est quand les promos, ils consomment. Quand il y a promo, il consomme. C'est des habitudes, enfin, parce que dans sa tête, son budget, il est milité, voilà, il est calculé. Donc, Calculé. c'est que, voilà, il doit dépenser tant. Voilà. Et Mm. donc, c'est lui qui va prendre ses pastelco. Quand il y a la promo, quand on dit il y a 100% bonus, là, lui, il fait. En fait, Mm. c'est des aptitudes de consommation qu'il faut juste comprendre. Comprendre et adresser, en fait. Tout, Comprendre et bien adresser. Ouais. c'est ça. Tu vois, quand on en avait parlé, quand j'ai compris les suspendus, que par exemple, les suspendus, ils ne sont pas sur entourage, mais ce n'est pas parce qu'ils n'en ont pas besoin, c'est parce qu'ils connaissent déjà les experts dans leur réseau, au fait. Tu vois ce que je veux dire? Il Ils peuvent l'appelle. contacter entourage déjà, parce qu'ils connaissent. Ils ont le numéro 6, ils ont le téléphone des experts déjà. Mais je pense que les suspendus peuvent être tes clients d'une autre Ah, manière. Et ce sont les ah. innovations que je pense qu'Entourage va sortir, mais c'est un autre modèle pour eux. Je vais prendre une session avec Marjorie pour en discuter. Écoute, merci Marjorie. Ah, peut-être, est-ce qu'on a mis, Olivia, est-ce qu'on peut pousser le sondage, s'il vous plaît? J'ai oublié de vous pousser le sondage, hein. Si, comme Chris, vous voulez échanger avec Marjorie, vous remplissez ce petit sondage et dès lundi, on vous contacte, mon équipe et moi-même, pour vous assister. Parce que comme Chris l'a dit, on fait des diagnostics stratégiques gratuits, hein, bien sûr, de 15 minutes pour être sûr que votre besoin, Marjorie peut le répondre. Donc, remplissez le sondage. On vous appelle dès lundi pour vous assister, pour passer à l'action avec Marjorie. Peut-être une question, Marjorie, une dernière question pour toi. Euh, c'est quoi tes enjeux du moment? Parce que nous, on va venir, nous, la communauté d'entourage, on viendra sur la plateforme te poser des questions, te demander conseil. Est-ce que tu as des enjeux, des choses qui te tracassent actuellement, que tu aimerais bien qu'on vienne te challenger dessus, t'apporter des réponses? Euh, je ne Hmm. m'attendais pas à cette Je sais, question-là. les experts, on vient toujours prendre chez vous. Est-ce que nous-mêmes, on peut apporter des fois, tu vois? Non, en fait, pour moi, ce n'est pas une question de challenge actuel dans mon secteur. C'est plutôt de continuer à comprendre et à nourrir justement ma compréhension des usages des uns et des autres. D'une part ou d'autre sur le continent, que ce soit en RDC, ou que ce soit aux Comores, que ce soit au Mali. Je pense que voilà, pour moi, c'est de continuer à apprendre sur les usages. Donc, Ok. c'est pas tellement un challenge, mais c'est plus un besoin de continuer de se nourrir. Et puis, effectivement, je peux pas en parler, mais j'ai mis des sujets de réflexion qui sont, qui sont importants. Mais c'est toujours en matière d'usage. Donc, en fait, si on partage avec moi quels sont mes usages, quels sont mes goûts, quels sont, enfin, voilà, euh, moi, ça me nourrit. Voilà. Très clair. Et ta dernière question, c'est quoi les thématiques? Si quelqu'un vient sur Entourage te solliciter, voilà, quelle aide ou quel soutien, quel conseil, voilà, quelle thématique d'expertise tu peux apporter pour la communauté Entourage? Avec tes propres mots, je te laisse les résumer alors. Ouais, au-delà de l'intelligence des marchés dont on a parlé en long en large aujourd'hui, de comprendre euh, est-ce que mon produit et est-ce que j'ai bien défini à qui je m'adresse et est-ce que ce Hmm. que j'ai défini comme produit répond à qui je m'adresse et de pouvoir analyser ça sur un plan 360 degrés. Donc, au-delà de cela, ou de pouvoir confirmer une opportunité, donc être dans de pouvoir échanger sur, ouais, j'ai détecté telle opportunité sur tel segment dans tel pays. Ça, c'est aussi des réflexions que j'aime beaucoup mener, même si c'est un secteur d'activité que je connais pas, parce que la méthode ne change pas. Les méthodos qui sont très clairs dessus, qui permettent de transcender. C'est aussi des questions autour de leadership euh, en Afrique, des questions de je veux pas dire, alors je suis pas coach, hein, je suis pas forcément quelqu'un qui va vous aider à détecter vos talents,
Mais je pense que si on sait détecter, on sait déjà ce qu'on sait faire, si on sait déjà, Hmm. si on sait déjà ce qu'on sait faire, nos talents, il y a peut-être un lien à faire avec l'opportunité. Quelles sont les opportunités? Et ça, c'est quelque chose que je fais naturellement parce que bon, je suis dans les notions de détecter des opportunités. Et puis, je suis vraiment sur des questions de business model. Donc, si vous avez développé un business model et que vous vous posez des questions sur sa pertinence, est-ce qu'il est complet, est-ce qu'on ne peut pas le faire évoluer, est-ce qu'il répond? Je passe beaucoup de temps avec des start-upers sur ces questions-là. Où je vais regarder l'offre de façon générale, enfin, le business model de façon générale et aider à enrichir cette réflexion-là. Euh, voilà, je pense que sur ces questions, je sais accompagner. Donc, tant sur détecter des opportunités individuelles pour se développer, d'aller plus loin, que sur détecter des opportunités sur le plan business et de pouvoir voir s'il y a une indication avec le marché et comment la structurer. C'est clair. Écoute, c'est très clair pour moi. J'espère que c'est clair pour vous aussi, messieurs, dames. Et c'est très simple, hein. Si vous souhaitez passer à l'action avec Marjorie, le lien est dans le chat. Le lien de son profil entourage est dans le chat. Allez consulter, allez voir sa page et vous pourrez vous faire votre propre idée. Et enfin, oui, la masterclass la semaine prochaine. Parce que tous les samedis sur Entourage, Marjorie, on a un expert qui joue le jeu, qui vient démocratiser l'accès à l'expertise. Et c'est Julie Biron qui prend ta place samedi prochain. On fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mesdames et messieurs, tout le mois de mars, c'est que des femmes. C'est que des experts femmes qui vont prendre la parole, qui vont nous former et animer leur thématique d'expertise. Donc, ça va être Julie Biron la semaine prochaine sur la thématique Faire de l'Afrique un leader de la durabilité. Les clés pour intégrer la RSE dans les organisations. Donc, si vous êtes intéressé par cette thématique ou si vous connaissez des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est également dans le chat. Et donc, on vous dit à samedi prochain. Je laisse le mot de la fin à Marjorie. Déjà, j'aimerais vous demander à vous tous, hein, de vous joindre à moi pour remercier notre experte qui vient de passer 1 heure et demie de son temps. 1 heure 50, 1 heure 50, pardon, de son temps pour nous éduquer sur l'intelligence des marchés, sur l'intelligence économique et qui nous donne les billes pour les billes pour lancer des business scalables et qui touchent notre cible sur le continent. Donc, j'espère que vous avez appris comme moi. Envoyez-lui des cœurs, des pouces, des bravos si vous avez appris. Et Marjorie, je te remercie énormément pour ce temps. Je te remercie pour la confiance dans la plateforme et j'espère que des crises, tu en auras et qu'ensemble, on aidera des crises à transformer le continent. Le mot de la fin est pour toi, Marjorie. Ah, waouh, c'est gentil. Non, mais je me suis éclatée en faisant cette masterclass-là et ça faisait un moment que je n'avais pas partagé comme ça. Donc, ça fait plaisir de donner du temps, ça fait plaisir de partager, ça fait plaisir de nourrir. Et puis, j'ai très hâte de découvrir les innovations qui vont émerger dans la communauté entourage. J'ai très hâte de vous accompagner dans la détection de vos opportunités, dans la confirmation de vos opportunités, dans la confirmation de vos stratégies d'entrée de marché, et puis simplement dans votre développement, toi, de façon générale, parce que pour innover, il faut se développer. Il faut se développer. Donc, merci beaucoup pour l'attention, merci beaucoup pour l'opportunité et j'espère simplement que j'ai pu répondre à quelques-unes de vos questions. Tu l'as Voilà. fait. Voilà les cœurs qui t'en remercient. Merci beaucoup, Marjorie. Je vous dis à samedi prochain, la communauté, et à très bientôt, Marjorie. Ciao, ciao À tout le très monde. À vite. samedi. Au revoir. Très vite.